Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule. Aujourd'hui, nous sommes avec Maxime Victor, Docteur Maxime. Oui, ça va. Tu m'as pas demandé, mais ça va, j'ai la pêche. Tu as la pêche, très bien. Et nous sommes également avec Fabien Qui Ivaille. a déformé mon stylo, quoi. Morgane, je te parie que c'est toi, ça. C'est pas moi, j'ai mon stylo. Et nous sommes également avec Morgane qui va tout de suite te Salut, et c'est pas moi, j'avais mon propre stylo. prendre... C'est pas moi, me regarde pas comme ça, c'est peut-être Soren. J'adore déformer les stylos. Oh la vache. Tout ça passe son fils. Tout ça parce que ton fils est public. mignon, quoi. Alors tu lui mets tout sur le dos. Également avec Ah, Flavie. c'est le capitalisme, c'est la faute à Soren. Je sais pas, j'aime les boucliers des enfants, tout ça. Et aujourd'hui, après autant de défense saturation, du diable. un thème absolument saturé lui aussi, il s'agit d'un nouveau podcast sur les relations entre le cinéma et le jeu de rôle. On vous en avait déjà servi un très très mauvais, rappelez-vous, c'était à l'époque de Play. On vous avait fait une sombre merde du podcast. Oui, mais on avait parlé d'un très grand film qui s'appelait Dagon, que je continue à conseiller à ceux qui le désirent. Exactement. Et puis il y avait une sacrée ambiance dans ce podcast. On était avec Ben Guéant, on se souvient. Mais nous ne sommes pas ici pour Mais parler de ce aujourd'hui, nous podcast. sommes Aujourd'hui, pour nous sommes quelque chose de différent. absolument. Flavie, c'est toi qui nous viens avec ce sujet de podcast. Tu as envie de parler de quelque chose que tu as sur le cœur depuis l'été dernier, je crois. Exactement. Nous y allons. Flavie, c'est à Très toi. beau ce que tu dis. J'ai l'impression d'être à une réunion d'anciens jeux de rôlistes. Bonjour, je m'appelle Bonjour, Flavie. Flavie. Bonjour Flavie. Alors je viens parce que j'ai un petit coup de gueule à passer. Et ça concerne quoi, Flavie? Bon, alors déjà, faut savoir que ça faisait quelque temps que j'essayais de faire mon jeu de rôle. Et j'ai compris en fait pourquoi j'y arrivais pas. C'est presque un garage en fait, ce podcast. Ouais, une sorte de garage, coup de gueule, tout ça. Et en fait, je me suis rendu compte de pas mal de choses en ce qui concerne les relations entre le jeu de rôle et le cinéma, à savoir qu'en fait, le jeu de rôle est pourri par le cinéma. Très souvent. Oh, c'est incroyable. Hein. Et bientôt, je vous apprendrai que le jeu de rôle ne joue pas qu'avec des dés et que... Et je me suis rendu compte que ça venait de, à mon avis, quelque chose d'assez emmerdant, à savoir que les créateurs de jeux de rôle ont très souvent en tête une histoire qu'ils veulent faire jouer. Comme quand ils regardent un film et ils se disent comment est-ce que je pourrais faire jouer cette histoire aux gens. Et de là vient le fait qu'en fait, à mon avis, ils confondent super univers et super jeu. Parce que du coup, ils se concentrent plus sur l'univers que le système de jeu. Et pour moi, il y a aussi un autre problème, à savoir que du coup, c'est comme si on avait honte de notre média, qu'on se rendait pas compte de ce que notre média pouvait Tellement faire. d'accord. Je suis sais, d'accord c'est parce avec- que je je suis suis là d'accord dans avec un- Laï. je suis dans un podcast, alors t'es d'accord avec moi. Et Non, mais c'est clair les que- gens ont honte et du coup ils se disent ah mais non mais je m'inspire vachement du jeu du film, du cinéma et des jeux vidéo et tu vois ça prouve qu'en fait je fais un J'ai média fait une bien. excellente préface d'un bouquin qui s'appelle Le Maelstrom. Oh, dis donc, c'est vachement bien. Tu connais Romary Bouillon? Mais oui, C'est ça me dit quelque incroyable. chose. Moi, je couche avec, c'est ouf. Non mais sérieusement, ma préface était sur ce thème-là, quoi. Que quand on parle de masturbation intellectuelle pour le jeu de rôle, c'est simplement que Elle aussi, elle en il y a parle. énormément de Ah, pas qu'intellectuel en l'occurrence. Et donc, je vous rappelle que l'ambition de ce podcast c'était de faire mieux que le dernier podcast sur JDR et cinéma. Je suis là. On fait la tu peux stratégie en du parler, sous-marin, on c'est comme plonge ça. pour pouvoir remonter. Alors Non, mais on va y arriver. deux choses très importantes dans ce que vient de dire Flavie. En fait, dans les liens que tu établis entre le jeu de rôle et le cinéma, quand tu dis le cinéma pourrit le jeu de rôle, en fait Je parle tu de veux la dire, partie. Moi, j'ai voilà, deux ça pourrit la partie moments. et la création des scénarios de jeu de rôle. Donc c'est parce que dire le cinéma pourrit le jeu de rôle d'une manière générale, c'est juste insoutenable puisqu'on sait qu'il y a énormément de jeux qui s'inspirent du cinéma, etc. Enfin, ça nourrit le cinéma, nourrit le jeu de rôle. Oui, mais tous les médias se nourrissent entre eux, en fait. Hein. Le jeu de rôle nourrit aussi le cinéma. Ouais, le problème c'est que le jeu de rôle ne nourrit pas le jeu Très de rôle bien. en fait. Alors, moi, Je reviendrai là-dessus, mais. alors est-ce qu'on, ouais, d'accord, ok. Oui, parce Bah, qu'il y a et- déjà 2 sourcils qui se sont levés, dont le mien. Mais Voilà, et c'est ce que je voulais dire. Deuxième partie de ta première intervention, c'est l'idée finalement que les rôlistes ont honte de leurs médias et vont donc chercher une légitimité dans le cinéma pour
Et puis il y a aussi le côté, tu vois, on fait un jeu, on va quand même pas réfléchir dessus, quoi. Alors que si on a un média de ouf, mais si on réfléchit pas un peu dessus, on n'arrivera pas à faire des bons jeux, en fait. Je suis d'accord avec Fly. Merci beaucoup. Ouais, mais je dis tout de suite que t'as le même cas dans le cinéma. D'un côté, t'as des gens qui disent que le cinéma est un média sur lequel on peut réfléchir, faire des choses intellectuelles, et il y a d'autres gens qui disent arrêtez de vous prendre la tête, la nouille sur le cinéma. On est juste là pour passer un moment. Donc de la même façon qu'il y a deux courants dans le cinéma, on peut déjà voir qu'il y a probablement deux courants dans le jeu de rôle. Ah bah oui, la preuve autour de la table. Morgane a une autre hypothèse. Ouais, moi, j'ai plein d'hypothèses. J'ai dit, la première, c'est que c'est effectivement, le cinéma a depuis maintenant suffisamment longtemps un bagage théorique considérable qui a été pensé, critiqué, recritiqué, etc. Et donc c'est un bagage de création théorique considérable dans lequel les gens peuvent piocher. Et effectivement, ça peut donner envie à des gens qui n'ont pas ce bagage théorique. Or, il n'y a pas de jeu de rôlologie. Par contre, il y a des études de cinéma et des choses comme ça. Et bien d'aller s'inspirer de ces choses-là. Il y a de la théorie rôliste. Quand même. Ah oui, j'ai dit oui, il y en a de la théorie. Je dis pas qu'il n'y a pas de théorie. Simplement, tu ne trouves pas encore dans les bibliothèques ou les Fnac ou les choses comme ça de rayons théorie du jeu de rôle. Par contre, des rayons théorie du cinéma, t'en as partout. Dans ça viendra, laisse la cellule se développer, une chose après l'autre. Donc ça, c'est ma première hypothèse. Il y a ton micro qui déconne. Tu disais, Morgane. Je disais que... Tu as deux hypothèses. Je disais que j'ai plusieurs hypothèses concernant le cinéma et le jeu de rôle. La première, c'est que le cinéma bénéficie d'un bagage théorique bien construit et bien étoffé dans lequel il est plus facile de piocher quand on est créateur d'œuvres d'art. Et c'est souvent plus accessible malgré tout que des bagages théoriques concernant la littérature ou l'esthétique, ce genre de choses. Et donc je pense que le fait que le cinéma soit un art que beaucoup de gens connaissent, voient, enfin c'est vraiment un art à grande échelle. Oui, et puis populaire, tu vois, par opposition. Voilà, c'est ça. Je sais pas, même la peinture ou la sculpture, tout le monde n'a pas autant de références. Sur YouTube, tu as énormément de critiques de cinéma. T'en as assez peu d'histoires de l'art ou de choses comme ça. Quoi, oui. Enfin, tu parles quand tu vois le Fossoyeur de film ou ce genre de choses. Et donc, je pense que les gens vont plutôt piocher là-dedans pour trouver un bagage théorique qui pourrait leur manquer pour des questions d'esthétique ou de mécanique. Oui, puis même si tu disais qu'il y avait, Maxime, deux courants, en fait, c'est pas tout à fait vrai. À part, et même, je pense, même Michael Bay se permet des fois de faire des références à d'autres films. Et Steven Spielberg fait très souvent des références au Michael Bay. Il fait très souvent des références à la nouvelle vague. Enfin, une illusion dont il faut absolument se débarrasser, c'est celle selon laquelle il y aurait d'un côté les intellos et de l'autre côté la culture pop. La culture pop, c'est toujours nourri des intellos en général. Pourquoi il y a quelqu'un comme Karl-Heinz Stockhausen sur un album des Beatles? Parce que Karl-Heinz Stockhausen, avec la musique électroacoustique expérimentale, a développé ce qui un jour deviendra des choses comme la guitare, a permis la réflexion autour de la guitare électrique et des choses comme ça. Donc c'est toujours les intellos qui, d'une certaine manière, finissent par nourrir la culture pop. Par exemple, un autre exemple que j'aime bien citer, c'est les surréalistes dans leur café à Paris, paumés, qui inventent des trucs et qui en fait ont des répercussions sur. Alien, c'est un enfant du surréalisme, tu vois, où énormément des cultures de l'imaginaire ont été développé parce qu'il y a eu des réflexions autour de bien avant autour des médias concernés. Oui, et puis beaucoup de films geeks s'inspirent d'énormément de choses, que ce soit de la philosophie ou même des combats, où en fait c'est généralement un mélange de plein de choses. Et évidemment tout ça fait envie, mais je pense qu'on n'a pas le même apport théorique extrêmement prégnant dans le jeu de rôle. D'après ce que je comprends de ce que tu dis et de ce que tu disais aussi avant le podcast, Fabien, en tout cas moi, un des reproches que je ferais, c'est essayer de s'inspirer du cinéma pour créer des scénarios et pour la pratique. Ça peut être élégant en termes de description, mais en termes de narration, c'est terrible parce qu'en général, le protagoniste du cinéma, il est seul, puis il y a d'autres choses qui tournent autour, alors que les protagonistes des parties des histoires de jeux de rôle sont multiples. Oui, et puis moi j'ai lu récemment je vais appeler ça un article
sur PTG, PTB, je crois. D'accord, ouais. Où en gros le gars expliquait que les parties de jeux de rôle qu'il avait proposées marchaient pas du tout, que pourtant il avait tout imaginé dans sa tête, que c'était trop bien dans sa tête, et quand il l'a fait jouer aux gens, il s'est pas du tout passé ce qu'il avait imaginé, qu'il était trop déçu. Ben ouais, t'es pas un réalisateur de film en fait. T'es pas derrière ta caméra à décider tout ce qui va se passer. T'as des joueurs en face de toi qui ont leur propre libre arbitre. Tu n'es pas là pour leur proposer un FF13-like avec un couloir, en fait. Je plus sois. Alors, Morgane, je t'en prie. Hein. Je pense que le problème est encore plus profond. C'est-à-dire que toute la grammaire, on va appeler ça comme ça, toute la grammaire du cinéma, c'est-à-dire les techniques de maniement de caméra. D'où te vient ce mot de grammaire? Alors, j'utilise le terme de grammaire parce que, en fait, j'ai fait un peu d'études de cinéma, voilà. En fait, il se trouve que tu as des techniques de cinéma, des techniques de montage, des techniques de maniement de caméra, d'écriture de scénario, etc., qui doivent produire à l'image un effet, un peu comme une métaphore ou une comparaison en littérature doivent produire un effet. Voilà pourquoi j'appelle ça une grammaire, c'est-à-dire que la grammaire du cinéma, c'est-à-dire toutes les techniques... c'est une syntaxe en fait, hein, et c'est pas pour rien qu'on fait des analyses de films comme d'autres font des analyses de texte. Hein. Toute la et nous, avec One Shot, je tiens juste à dire qu'on fait des analyses de parties et de jeux de rôle. Voilà. Et en fait, toute la grammaire du cinéma sert à montrer. Tout passe par l'image. Alors, justement, le truc. Juste un truc, c'est juste pour signaler qu'il y a quelqu'un, un rôliste, qu'on cite souvent à la cellule, qui s'intéresse tout particulièrement à ces questions de grammaire et qui l'appelle également la grammaire du jeu de rôle, tu vois, référence directe à ce que tu appelais la grammaire du cinéma. Il s'appelle Jérôme Larrey, alias Brand, et notamment si vous avez l'occasion de lire son entretien à Coralie David, il essaye justement de faire un parallèle entre la grammaire du cinéma et la grammaire du jeu de rôle. Et là, j'ai envie de dire que ce podcast ne lui est pas du tout dédicacé parce que j'ai l'impression que là, on a l'air d'être parti pour... Alors, j'ai pas lu l'article dont tu parles. Moi, je l'ai lu, donc je pourrais en parler éventuellement. Mais le vrai problème, c'est exactement ce que Flavie développait tout à l'heure. De toute façon, je ne suis qu'une excroissance de Flavie dans les podcasts. C'est-à-dire que le problème, c'est que le cinéma, et ça, moi, j'ai arrêté d'aller au cinéma, ou en tout cas, j'y vais très rarement, parce que je trouve que c'est un média qui a quelque chose de très autoritaire. Dans le sens où tu es enfermé dans une salle, tu peux pas parler, tu peux pas arrêter. Ça a quelque chose de totalisant. Parce moi, je déteste le cinéma aussi pour ça. Ton audition et toute ta vision sont prises. En plus, m'accompagnement, on a tendance à beaucoup commenter. Donc en général, on regarde plutôt ça à la maison et puis on arrête pour dire qu'est-ce que tu penses de ça ou ça. Alors que le jeu de rôle, c'est l'exact contraire. C'est-à-dire que c'est un loisir qui est extrêmement interactif et dans lequel justement, comme disait Flavie, les participants ont un libre arbitre. Ce qui fait que et là, on retombe exactement sur des problématiques de The Forge, comme la problématique du truc impossible avant le petit déjeuner. C'est-à-dire, pour rappeler, c'est l'idée que on peut pas en même temps avoir des personnages qui sont les protagonistes de l'histoire et avoir un seul participant, en l'occurrence le meneur de jeu avec son scénario, qui contrôle la partie ou qui en tout cas fait croire aux joueurs qu'ils ont une liberté alors qu'ils n'en ont pas. Et ça, c'est un vrai problème, effectivement, de s'inspirer du cinéma. C'est-à-dire que le cinéma, le réalisateur, il fait ce qu'il veut de ses personnages, il amène ses téléspectateurs où il veut, et donc ce qui est impossible dans le jeu de rôle. À moins d'être très violent. Je pense qu'il y a des raisons moi, personne, par exemple, je suis tombée dans ce piège-là. Il y a des raisons si on tombe dans ce piège-là. Je veux dire, le truc qu'on fait, ça s'appelle quand même un scénario, quoi. Ouais. Oui. Je veux dire, il y a quand même plein de choses comme ça qui fait qu'on construit, on met des cinématiques pour montrer. Ah, regarde, un peu c'est le trailer, tu vois, avant la partie. Carrément, hein. Moi j'en suis le premier. Je suis tout concerné par ce que tu es en train de dire. Hein. Et je vais te dire, Flavie, je pense que autour de cette table, il y a des salauds qui ont créé des jeux qui poussent à fond ça, qui font pire encore. Alors, il y a pire encore que s'inspirer plus pernicieux que s'inspirer du cinéma, c'est s'inspirer du jeu vidéo. Ouais, mais connards, les gens qui font ça. Par contre, tu étais en train de dire quelque chose tout à l'heure qui m'intéressait. Morgane. Tu parlais du fait que, et je trouve ça vraiment très intéressant, que le cinéma, en fait, c'est quelque chose de visuel. Et que du coup, on essayait de rendre, quand on s'inspirait du cinéma, quelque chose de visuel à une table de jeu de rôle où ce n'est pas fait pour être visuel. Le cinéma montre, le jeu de rôle dit. Ouais. Donc déjà, de base, le postulat n'est pas le même. Voilà.
le postulat n'est pas le même. Ensuite, tu trouveras. Tu peux développer un peu ce que tu veux dire quand tu dis montrer. Alors, lire. le cinéma, c'est de l'image. Tout ce que je disais avec la grammaire du cinéma, aussi, hein. et du son, le et du montage, Toute la grammaire du cinéma, elle est faite pour avoir lieu, enfin pour montrer quelque chose, un environnement, son compris. Entendons-nous bien, par image, j'entends image plus son. C'est-à-dire que quand tu choisis un panoramique, un zoom, une contre-plongée, donc voir le personnage par au-dessus, un champ contre champ pendant un dialogue pour rendre la dynamique des regards avec des règles très particulières qui sont la règle des 180 degrés, qui t'oblige à placer tes caméras d'une certaine façon, parce que si tu brises cette loi, en fait, une fois que tu montes le dialogue, l'angle des regards est trop perturbant pour le cerveau et du coup, tu comprends plus vraiment ce qui se passe. Et il y a des réalisateurs qui en jouent, après, qui respectent pas du tout cette règle, mais c'est sciemment. Tu as des règles de montage, accéléré, ralenti, parallèle, etc. Question du coup. coup. Donc du coup, dans le cinéma on montre, alors que dans le jeu de rôle on dit. Juste pour finir. Maxime. Question du coup, comment est-ce qu'on fait, si le problème étant que le cinéma a déjà une littérature d'analyse, comment on fait pour faire une analyse parfaite de jeu de rôle? Parce que le cinéma, il n'y a pas d'analyse parfaite au cinéma, donc il n'y a pas d'analyse parfaite de jeu de rôle non plus. Non, mais on peut faire des analyses facilement au cinéma parce que c'est un film qu'on peut rembobiner, re-regarder, analyser de différentes façons. On est tous les premiers à dire que quand on fait pas partie d'une partie de jeu de rôle, on peut pas l'analyser. Oui, mais le problème, c'est de confondre fiction cinéma et fiction à une table de jeu de rôle. La fiction au cinéma n'est pas. Tu serais pas la femme de Romaric Briand, toi? Tu commences. Je suis bizarre, c'est bizarre. Le colonel Moutard dans la cuisine avec le chandelier. La fiction au cinéma, comme tu dis, c'est une fiction qui a un début, un milieu, une fin, on peut la rembobiner, etc. Je pense que la fiction autour d'une table de jeu de rôle ne devrait pas s'appeler fiction. Bon, Rome l'appelle Malmstrom. Non, je l'appelle contenu fictionnel malléable. Je pense que c'est une sorte de fiction, mais c'est une fiction pas en tant que telle. Il y a des gens autour de la table, chacun a un petit peu son truc dans sa tête. Autour de la table, il finit par se passer quelque chose, mais il est faux de penser que on va pouvoir reparler de la partie de la même façon dont on peut parler d'un film en fait. Mais je crois que c'est tout ça en fait qui pourrit la partie, qui fait que des fois les meneurs de jeu ils sont frustrés parce qu'ils disent mais merde, c'est pas ce que j'avais prévu, c'est pas tout ça, je voulais faire en tête. La plupart du temps, c'est ce qu'ils te disent. Mais j'avais l'image dans la tête. Oui, mais c'était une image. Oui, pourquoi? Parce qu'en fait, il faut savoir que dans tous les cas, les propositions du langage, par exemple, si je vous dis le chameau est dans le désert, les propositions engendrent des images dans les esprits des gens. C'est-à-dire, si je vous dis le chameau est dans le désert, chacun d'entre nous a la vision d'une situation qui est celle d'un chameau dans un désert. Et ça, cette situation-là, c'est une image qu'on a dans la tête. Ce qui est marrant, c'est que je me rends compte que de plus en plus, ça me paraît bizarre. Souvent, on dit en jeu de rôle, derrière notre description, on va tous s'imaginer, visualiser. Je sais pas si je sais, mais moi, c'est pas mon cas. Je visualise pas la scène. Pas forcément, disons. Quasiment pas jamais. Je la visualise pas et rien que les sons suffisent. Du coup, est-ce qu'il faudrait pas qu'on arrive à passer un petit peu à ça au jeu de rôle, à encourager les gens à pas nécessairement se faire une image Non, parce que tu peux pas imposer comme ça aux gens des pensées particulières vis-à-vis d'un média, c'est pas possible. Tu peux pas leur dire pensez comme ci, pensez comme ça. Ils ne voyaient que des lettres et que des mots ou que des propositions et pas des images. Tu peux les encourager à essayer de changer leur manière de penser, si. Oui, tu peux le faire, mais tu peux leur imposer, mais de la même façon qu'on est en train de dire essayer de ne plus travailler vos jeux de rôle comme du cinéma, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train d'essayer de changer leur pratique, donc leur façon de penser. Alors, je vais t'expliquer ce que Flavie, c'est son point. Ouais. Je pense que d'autres pourront avoir d'autres idées. Ce que je pense, moi, Maxime, c'est que tous ces arts-là se communiquent, et ça marche aussi pour le jeu vidéo, se communiquent des névroses. On a longtemps dit que le cinéma était complètement névrosé de ne pas pouvoir faire de la peinture. Le cinéma, l'esthétique du cadre, pourquoi on appelle ça un cadre, pourquoi on appelle ça un champ, parce que le cinéma aurait voulu, en tout cas à ses débuts, faire quelque chose à la hauteur de la peinture, dans la composition de l'image et des choses comme ça. Depuis, on en est revenu, on s'en est libéré. La théorie du cinéma, les théories du cinéma, les courants, la nouvelle vague, etc. On dit on n'est pas là pour faire de la peinture. On a des médiums très particuliers, des caméras, c'est très novateur. On enregistre du son, on a des comédiens. Enfin, ça n'a rien à voir avec le peintre devant son tableau. Donc, le cinéma a hérité de cette culpabilité-là de ne pas pouvoir faire de la peinture. Ouais. Le jeu vidéo a hérité de la culpabilité de ne pas pouvoir faire du cinéma.
Ouais. Comme disait Rahan dans un podcast qu'on avait enregistré avec lui, il disait tous les médias sont dans l'ombre d'un autre. Exactement. Et le cinéma, il disait le jeu vidéo était dans l'ombre du cinéma. Qu'il fallait que le jeu vidéo se libère des cadres de cinéma et vu qu'on peut placer la caméra où on veut, il faut faire des trucs complètement impossibles. Et c'était vers là que tu voulais aller, je pense, Fabien. Oui, alors j'avais pas cette réflexion historique que présente Morgane. Moi, la réflexion que je me faisais plutôt, c'était j'ai beaucoup vu des scénarios en forme d'arbre, tu sais. On dit si les joueurs font ça, alors il faut faire ça. Ouais. En arbre de probabilité. En arbre, oui, plus ou moins de probabilité, quoi. De possible, on appelle ça. Qui en fait sont directement inspirés du jeu vidéo, tu vois. C'est très rare. Et je pense que à nouveau, je reviens avec mon histoire de truc impossible avant le petit déjeuner. Hein. J'ai longtemps développé dans ces micros l'idée que pour moi, c'est enfermer comme ça les joueurs dans un certain nombre de choix, c'est dangereux. Mais je crois aussi que il y a des formes de structure narrative de jeux vidéo qui sont utilisables pour le jeu de rôle, type les formes à la Castlevania ou Metroid. C'est-à-dire que c'est un univers. Metroidvania, on appelle ça. Ouais, voilà, Metroidvania. Ça a même un nom. C'est-à-dire que il y a un objectif à remplir, et puis il y a tout un tas de ressources. Il y a des endroits qu'on ne peut accéder que si on en a fait d'autres auparavant. Moi, j'ai fait pas mal de scénarios de conventions à une époque, et je pense y revenir pour mes prochains jeux. Justement, c'est-à-dire où il y a tout un tas de possibles à explorer. Et ça respecte la liberté des joueurs, tout en donnant un cadre contraignant, mais contraignant de manière intéressante. Des contraintes créatives, des guides vers des éléments bien définis. Et je crois qu'il faut vraiment se débarrasser de ça, parce que sinon on crée des... Voilà, c'est exactement ce que tu disais, quoi. Le jeu de rôle est névrosé de pas être le jeu vidéo. Non, le jeu de rôle a juste à être le jeu de rôle. Alors la difficulté, pardon. Excuse-moi. La difficulté, c'est que pour que le jeu de rôle prenne soin de lui-même, il faut que on s'intéresse aux théories qui sont sorties dessus, qu'on joue aux jeux nouveaux ou anciens, mais qu'en tout cas on s'intéresse à ce qu'on fait, parce qu'il y a encore trop de créateurs qui ne jouent qu'un nombre restreint de jeux. Et donc là, il faut vraiment s'intéresser à notre propre loisir et ne pas en avoir honte, c'est-à-dire ne pas avoir peur de dire le jeu de rôle, ça peut être quelque chose de formidable et tout aussi puissant que le cinéma ou la littérature. Flavie, je crois que tu voulais prendre la parole, Morgane. Flavie. Ouais, c'est surtout que le jeu de rôle est un média très très particulier et que du coup, plutôt que d'aller, c'est bien de piocher un peu partout. Mais c'est bien aussi de se rendre compte que c'est pas un scénario, c'est une partie. C'est ça, et de considérer excuse-moi. Je t'en prie, Fabien. Au contraire, il faut réagir. D'accord. Et de considérer que le jeu de rôle. La parole après. En fait, un des gros problèmes de toute cette situation, c'est qu'on ne considère pas le jeu de rôle comme un loisir avec ses propres contraintes, mais aussi ses propres libertés. Et qu'on essaie de lire à travers les cadres d'autres jeux. Sauf que si tu dis moi je vais faire du tennis, mais je vais m'inspirer je sais pas d'un autre jeu comme le ping-pong, oui, c'est proche, ok, ça ressemble, mais je pense que tu vas vraiment te planter. Le premier service sera étrange déjà. Ah ouais, c'est clair. Flavie, tu voulais ajouter quelque chose par rapport à ce que disait Fabien? Pour clarifier un peu mon propos, je vais te donner un exemple. Ouais, très bien. Il y a une partie en fait que j'ai fait jouer quand je voulais tester mon jeu qui m'a fait tilt en fait. Mes personnages, en gros, ils devaient arriver à un endroit et grosso modo, faut les faire arriver à l'endroit. Donc t'as quand même envie qu'ils vivent le scénario. Donc tu dis le début, je vais leur expliquer qu'ils sont dans une caravane ou un truc et puis ils vont arriver à l'endroit. Donc s'il y a déjà 10 minutes pendant lesquelles les persos ils font rien, ils sont chiés. Ensuite ils arrivent dans la ville et faut rencontrer les gens, Juste pour expliquer ce qui s'est passé, c'est que tu nous as décrit pendant très très longuement ce qu'on vivait en te disant mais en fait c'est comme au cinéma là, ils voient le truc et logiquement ils doivent être émerveillés. Sauf qu'en fait c'est pas ce qui se passe. Et ensuite au bout de 20 minutes, paf, il se passe un truc et là, ça y est, t'es libre.
Bah ouais, mais non, t'es pas libre parce qu'on t'a expliqué des choses en fait, mais on n'a pas permis à ton perso de jouer, donc en fait, tu te retrouves ex nihilo à devoir jouer la liberté de ton personnage alors que tu ne sais pas qui il est ni ce qu'il est capable de faire. Voilà. Alors l'une des autres raisons aussi, c'est que du coup, tu n'es pas conteuse ou conteur professionnel, Flavie, c'est-à-dire que tu ne sais pas raconter des histoires aussi bien qu'un conteur à Brocéliande pourrait le faire en te parlant d'un arbre. Et c'est normal. Et donc du coup, tu n'as pas réussi à donner cette ambiance cinématographique magnifique. Forcément, tu n'as pas la voix de Benoît Alman, ça te rappelle pas certaines critiques que tu avais eues selon laquelle tu n'avais pas la voix assez grave pour pouvoir etc. Eh ben si, ça fait penser à ça. Et ça fait penser à quoi aussi? Ça fait penser à tous ces gens qui disent le maître de jeu doit être quelqu'un d'exceptionnel. Cette exigence de se rapprocher du cinéma et tout oblige le maître de jeu à être un conteur idéal. Ouais, et donc on arrive aussi sur les contraintes qui pèsent sur les meneurs de jeu en règle générale. Une grosse idée de The Forge, c'est de dire que les créateurs de jeux, faites un peu votre boulot quand même. Vous pourriez créer des jeux, des règles qui fonctionnent et arrêtez de tout faire pour reposer sur le dos des meneurs, quoi. Sortez-vous un peu les doigts du cul, quoi. Et je sais que depuis que j'ai eu cette entre guillemets révélation là, j'ai fait des scénarios en fait où en gros je me repose. Oui. Et c'est vachement bien. Enfin, les gens ils arrivent, alors tu leur décris, vous êtes déjà pas la peine de leur faire vivre le trajet. Ils sont déjà là. Ouais. Et ensuite, tu les laisses faire de la merde. Pendant les 20 minutes que tu parlais, ils font de la merde et c'est déjà vachement truc, par mieux. exemple, que je reproche à beaucoup de scénarios de jeux de rôle, mais en particulier à la campagne de Sens Néant. Mince, on va peut-être spoiler. Je suis désolé pour ceux qui... Avancez dans quelques minutes si vous êtes avant Sens, quoi. Ouais. Mais à la fin... oui, d'accord, tu vas carrément spoiler la fin de ma campagne, là. On vous chantera une chanson quand le spoiler sera passé, d'accord? Spoiler. Tu veux pas prendre l'exemple de Sens Renaissance? C'est pareil, non? Ah non, d'accord, ok. Toujours est-il que alors on va pas spoiler directement Sens Néant, mais toujours est-il que à la fin de Sens Néant, il y a un choix, un dilemme moral à faire. Ouais. Ok. Et ça, c'est un truc que t'as énormément dans énormément de jeux vidéo où, genre par exemple Dishonored, où tout le monde a dit c'est trop génial, c'est formidable. Mass Effect. Oui, il y avait un jeu de zombies comme ça où j'entendais un créateur de jeux vidéo qui disait c'est formidable. Il y a vraiment que dans le jeu vidéo on peut faire des choix interactifs comme ça aussi incroyables. J'étais là, mec, joue à Dogs quoi, joue à Dogs in the Vineyard. Et par exemple, Dogs in the Vineyard, c'est donc. Et en fait, les scénarios de jeux de rôle qui s'inspirent de ça font qu'il y a un dilemme à la fin, mais qui est cosmétique, superficiel, quoi. Alors que par exemple dans un jeu comme Dogs, t'es en permanence en train de faire ces choix et t'as pas d'arbre, t'as juste à réagir en permanence et puis le système de jeu est suffisamment bien foutu pour que tu sois tout le temps, il y a tout le temps quelque chose à faire, quoi. Quoi que tu fasses, ça va déclencher des trucs après et donc le scénario la partie va avancer. Justement, ça n'est plus un scénario au sens de une histoire dans laquelle les protagonistes doivent réaliser un certain nombre de... Tout à fait. C'est quelque chose qui a beaucoup été reproché à Mass Effect. Est-ce que tu veux en parler, Maxime? Je vois pas trop l'intérêt. Je pense que le propos a déjà été clair. C'est que tout le monde s'attendait à avoir en fait dans ce jeu un scénario vraiment individuel. C'est ce qui a été c'est ce qui a été vendu depuis le début du jeu. En fait, il y a des dizaines et des dizaines de choix dans ce jeu. D'où l'illusion et qui avait pas l'air d'être tant que ça, qu'en fait on avait vraiment une aventure personnalisée avec vraiment des personnages qui meurent en plus. Donc on s'imaginait qu'à la fin il y avait à la fin de la trilogie une fin vraiment individualisée, genre parmi 800 fins possibles, ce qui serait déjà une révolution vidéoludique. C'est pas parfait, c'est pas le jeu de rôle, c'est pas infini, ce serait déjà énorme. Et au final, là où ils se sont pris un tollé monstrueux, c'est qu'au lieu de tenir compte de tous les choix qu'on avait fait jusqu'ici pour nous faire quelque chose de personnalisé sans nous donner un choix à la fin, ils ont fait un choix ABC à la à ABCD, pardon. ABCD. Ce qui les a écroulés. Ça les a écroulés et ça a fait. Il y a la promesse et la réalisation. Mais tous ces prétendus experts de l'interaction qui travaillent dans le jeu vidéo et qui nous avaient fait le jeu de rôle, moi quand je les entends parler, mais ça me fait mourir de rire. Ce qu'il y a, c'est que ils sont légion. Dans le jeu vidéo, nécessairement, le fait que ce soit quelque chose de matériel rend le nombre de choix dénombrable. C'est-à-dire qu'on peut pas dire quels sont le nombre de choix qui exactement, mais on peut dire à peu près, voilà. Alors que dans le jeu de rôle, nécessairement, les nombres de choix à chaque instant sont indénombrables. C'est ce que Vincent Baker et Frédéric Santès appellent le positionnement. C'est-à-dire qu'à chaque moment, je fais des choix et ça donne une infinité de choix
possible. Effectivement, là, le jeu vidéo est limité par son existence technique tout simple. Faut bien le coder, faut bien. Et mon Dieu, s'il devait coder s'il devait y avoir du positionnement en jeu vidéo, je veux dire, il n'y a plus un jeu qui sortirait, les développeurs ils feraient ça toute leur vie. Donc voilà. Juste, on n'est pas en train de dériver un petit peu. Moi, c'est pas ça. En fait, moi, le truc, j'ose à peine parler parce qu'en fait, vous savez quoi, toutes ces questions maintenant, elles m'intéressent absolument plus parce que j'estime que j'ai trouvé la réponse. Le Maelstrom, pour moi, c'est la réponse à toutes ces questions. C'est-à-dire que là, en fait, pour moi, j'assiste à un débat que j'ai déjà dépassé. Je suis désolé, ça va être extrêmement prétentieux ce que je vais dire. Mais en fait, pour moi, ce que vous êtes en train de dire là, c'est propre au cinéma, à la comparaison avec les jeux de rôle, mais c'est aussi propre à la littérature. Et vous savez à quoi ça tient ? On l'a plus ou moins abordé tout à l'heure. Ça tient juste à ce qu'on croit être la fiction dans le jeu de rôle. Flavie l'a plus ou moins abordé tout à l'heure. En fait, on a l'impression que dans le jeu de rôle, on produit une fiction. On a l'impression qu'on produit une fiction. Donc, du coup, on s'inspire de tous les médias que l'on pense être en mesure de produire une fiction. Or, en fait, c'est pas ça. Le jeu de rôle produit son propre produit, en fait, qui n'est pas une fiction, qui est un contenu fictionnel malléable au cours d'une partie de jeu de rôle, auquel tout le monde a accès, que tout le monde peut influencer, etc. Et c'est lorsque le contenu fictionnel malléable est terminé, lorsque la partie s'achève, qu'à ce moment-là, chacun se construit sa fiction personnelle. Et depuis cette fiction personnelle-là, en fait, il communique avec les autres sur ce qui est sa fiction, et parce que les autres, parce qu'on est d'accord sur une majorité de choses, on a l'impression qu'on parle de la même fiction. Et parce qu'on a vécu le Maelstrom. Parce qu'on a vécu le Maelstrom ensemble. Mais tu vois, l'idée, si tu veux, c'est que, alors que Superman avait une cape bleue dans ta fiction à toi, dans le mien, il avait une cape rouge, seulement comme on n'aborde jamais le sujet de la couleur de la cape, eh bien, on ne sait pas que tous les deux, on parle de deux fictions différentes. Mais le fait que Superman ait une cape rouge ou une cape bleue, ça change tout du point de vue de l'esthétique. Alors là, évidemment, c'est un peu ridicule, mon exemple, mais il y a des tas de choses qui changent beaucoup plus. Juste, avant de te passer la parole, Flavie, pour en finir là-dessus, c'est qu'à partir du moment où on sait qu'en jeu de rôle, le but n'est pas de produire une fiction, mais bel et bien de produire un contenu fictionnel malléable, qui est construit par l'ensemble des propositions faites par les joueurs à l'oral, à la voix, ou alors par des clins d'œil, par de la communication non verbale, eh bien, on a compris que, en fait, on parlait juste pas de la même chose, et donc que les deux grammaires ne peuvent pas parler ni communiquer. Mais quand même, j'aurais encore plein de trucs à dire. Fly, tu voulais intervenir sur l'histoire de la fiction ? Oui, en fait, c'est le moment où je passe un coup de gueule dans mon jeu, dans mon coup de gueule global. Ce qu'on dit sur le cinéma et le jeu de rôle est vrai pour le cinéma et le jeu vidéo, mais oui. Voilà, en fait, ça vient d'un truc qui me fait profondément chier en ce moment quand je joue aux jeux vidéo. J'en ai plus que marre. Putain, les mecs, trouvez-moi un autre système de jeu que celui de God of War. Vous ne faites pas du putain de cinéma interactif, vous faites du jeu vidéo. Si vous voulez faire du cinéma interactif, vous le revendiquez comme Heavy Rain, et là je dis ok. Vous voulez faire du jeu vidéo, vous me trouvez un gameplay jouable qui m'intéresse. Parce que je suis désolée, quand je joue un Castlevania avec un putain de Quick Time Event, ça m'emmerde. C'est pas ça, Castlevania. Et c'est le même principe. On fait du cinéma interactif, non, on fait du jeu vidéo. Dans le jeu de rôle, interactif, c'est une impasse en fait. Oui, vraiment. mais Heavy Rain, c'était vachement bien. Tu vois, moi j'ai vraiment vécu ça. Ce que j'ai chouette. trouvé très intéressant dans Heavy Rain, c'était la gestion du temps. Je vois juste pas que ça dérive sur le jeu vidéo. Il y a Fabien. Pardon, excuse-moi Morgane. Excuse-moi. Fabien a donné tout à l'heure une phrase qui est de Wittgenstein. Il a dit le jeu de rôle doit prendre soin de lui-même. Je voudrais qu'on revienne sur cette phrase. Alors c'est dans les œuvres apocryphes de Wittgenstein. Elle est très. C'est le carnet rôliste. Oui. Alors tu me fais peur. Non, c'est dans les carnets. Il disait la logique doit prendre soin de soi-même. Doit prendre soin d'elle-même. Je voudrais qu'on vienne sur cette phrase. Elle est très importante. D'où est son origine ? Elle vient du courant logiciste qui prétendait réduire la logique aux mathématiques. Et Wittgenstein a montré que les connecteurs logiques n'avaient besoin que d'eux-mêmes pour montrer et dévoiler leur sens. Et donc, lorsqu'il dit la logique doit prendre soin d'elle-même, ça veut dire au chiotte le logicisme. Arrêtez de vouloir réduire la logique aux mathématiques. Et j'ai envie de dire la même chose aujourd'hui vis-à-vis du jeu de rôle et vis-à-vis de tous les médias dont vous êtes en train de parler. Le jeu vidéo doit prendre soin de lui-même, c'est-à-dire au chiotte, qu'il arrête de se comparer au cinéma. Le cinéma doit prendre soin de lui-même, qu'il arrête de se comparer à la peinture, et le jeu de rôle doit prendre soin de lui-même, qu'il arrête. Tout le monde a envie de parler, ça y est. Je sais pas. Fabien, il me semble que Fabien avait demandé la parole avant. Ensuite Flavie, ensuite Morgane. Non, allez, commence avec Flavie. Ok, honneur aux dames. Il y a quand même un truc que je repère, c'est que
je sais pas pourquoi, les mecs qui font du jeu, que ce soit du jeu vidéo ou du jeu de rôle, mais bizarrement, ils s'intéressent pas forcément plus que ça au système de jeu. Dans le jeu de rôle, on a qu'à prendre un système compétence carac parce que ça marche. Dans le jeu vidéo, t'as qu'à prendre le système à God of War, ça marche. Putain les mecs, vous faites du jeu. Alors vous allez me dire ouais, mais c'est bon, on n'est pas là pour se prendre la tête. Bah ouais, mais vous êtes là pour faire des jeux qui sont fonctionnels quoi. Fabien puis Morgane puis Maxime. Ouais. Alors en fait. Je te sens désolé sans micro. Non, ah non, d'accord, ok. Non, Fabien, n'hésite pas à demander la parole à Maxime, hein, parce qu'on a que 4 micros, on est 5, donc. Et oui, le jeu de rôle doit prendre soin de lui-même. Ça veut pas dire qu'il faut pas s'intéresser à ce qui se fait ailleurs. Je veux dire, moi, je lis énormément et je. Non, mais simplement, il faut arrêter de vouloir ressembler à quelque chose d'autre. Et il faut commencer. Il faut. Si vous êtes créateur de jeux de rôle, si vous revendiquez créateur de jeux de rôle, il faut comprendre quelles sont les contraintes et quelles sont les libertés du médium et les prendre comme telles. Je peux pas inviter les gens à lire mon propre livre, mais j'ai vraiment envie de le faire. Ça veut dire qu'on ne peut pas. le bouquin de Romaric. Bah oui, il faut lire le Maelstrom. Je parle alors, que moi, de je l'ai ça. pas lu, donc je parle en dehors de ça, mais il faut. Je suis désolé, je peux pas faire d'autopromo, mais ça me. Je suis là, ouais. Moi, je l'ai préfacé, Maxime, parce qu'il est en train de se foutre de ma gueule. Il a préfacé sans le lire. Je précise que quand on m'a donné le texte, le dernier article n'était pas dedans. Absolument. Ouais, donc, j'ai lu tout le reste. Pardonnez. Ouais, et donc il faut arriver à comprendre quels sont et réfléchir sur ce que le jeu de rôle peut être et non pas sur qu'est-ce que le jeu de rôle, à quoi ressemble le jeu de rôle, à quoi le jeu de rôle devrait-il ressembler, quoi. Et ça, c'est vachement important de se libérer du jeu vidéo, se libérer du cinéma, de la littérature, tout le reste. Morgane puis Maxime. En fait, le jeu de rôle devrait faire sa psychanalyse et... Non, le jeu de rôle devrait inventer sa propre grammaire et il en est capable. Et moi, je suis désolé, mais j'ai la sensation de le faire avec le Maelstrom. C'est ce que j'ai fait. Effectivement, c'est que il faut effectivement inventer des termes, et ça, c'est des termes, des contenus. Puis il faut accepter que, comme ce que Wittgenstein dit, la grammaire des mathématiques. J'expliquerai pas pourquoi. Je pense que voilà, les mathématiques, c'est un langage, c'est pas une science. On va pas commencer. Non, je vais pas le refaire. J'explique mon point de vue pour expliquer la suite de ce que je vais dire. Je suis d'accord avec ça. Donc, les mathématiques étant un langage et pas une science, il faut que la logique se libère de cette grammaire mathématique qui n'est pas la sienne. D'ailleurs, il y a une erreur sur Wikipédia, je tiens à le dire. Et utilise sa propre grammaire. Et il faut dire la même chose du jeu vidéo, mais du cinéma et du jeu de rôle. Le cinéma utilise sa propre grammaire. Voilà. Le jeu de rôle doit trouver la sienne. Alors, Maxime. Alors, je sais pas si c'est simpliste ce que je vais dire, c'est peut-être un peu le cas. Mais alors, pourquoi est-ce qu'ils continuent à faire comme ça, les gens qui font des jeux vidéo? Pourquoi est-ce qu'ils continuent comme ça sur le cinéma? On le sait très bien. Non, pas parce qu'ils aiment, parce qu'on est dans un monde capitaliste. Et qu'on fait ce qui est facile, ce qui prend le moins de temps possible, parce que c'est déjà bien fait par la plupart des gens, parce que ça rapporte de l'argent, parce que les gens, quand on leur propose pas du contenu nouveau, spontanément, ils vont pas. On est dans un monde où on leur laisse pas le temps d'aller chercher autre chose. Enfin, ils pourraient le prendre, mais plus tu es un média qui diffuse, plus tu contrôles l'information, plus tu peux contrôler ce que les gens vont avoir l'opportunité d'aller voir, et plus les marketeurs, qui sont malheureusement pour moi l'humanité et des diables sur pattes, vont choisir de médiatiser ce qui marche et ce qui, selon leurs statistiques, a le plus grand nombre de probabilités de marcher, et donc ne vont pas spontanément montrer des chercheurs entre guillemets. Attention à vos micros, les gars. Des chercheurs dans le jeu de rôle, des chercheurs dans des trucs nouveaux. Pour le cinéma, et malheureusement ce qui rapporte c'est la simplicité et ce qui marche. Ce sujet vous passionne, vous vous éloignez des micros, on sent que Morgane. C'est le reproche que faisait Fly en me disant mais pourquoi vous vous prenez des systèmes qui marchent, genre donc autant dire une grammaire, vous prenez une grammaire qui marche, puis vous changez l'univers et ça vous éclate. Tu le retrouves dans le cinéma. Ce sont des règles d'écriture de scénario au cinéma qui sont copiées-collées d'un film à l'autre. Tu changes juste le nom des personnages, l'univers, éventuellement un petit peu le background, ce que font la plupart des créateurs de jeux de rôle, qui sont de ce côté-là. Et par contre, la structure du scénario est la même. J'invite les auditeurs qui sont un peu curieux à se renseigner sur les scénarios d'Hollywood. Ils trouveront des blogs qui sont très bien faits, sur lesquels il est écrit texto ces fameux documents qu'on donne aux scénaristes, où vous avez le déroulé type d'un scénario de... toujours un homme protagoniste. Le protagoniste est toujours un homme blanc aussi. Oui, hétéro. Et puis même c'est dans l'enchaînement, genre ici dialogue, ici zone de tension, ici climax, faux climax, ici zone de résolution sentimentale, ici puis
Je veux dire, la comédie romantique, c'est vraiment ça. C'est ils se rencontrent, il y a un empêchement, puis ensuite ils niquent, et ensuite ils sont pas contents, ils se quittent, et en fait ils reviennent ensemble parce qu'ils peuvent pas se quitter, et ensuite ils sont très heureux. Alors, je vais me faire un peu l'avocat du diable pour ce qui est en tout cas du cinéma et type comédie romantique. À partir du moment où tu parles sur la cellule, tout le monde sait que tu es l'avocat du diable. Olivier. Reproduire un schéma narratif avec des codes, etc., permet aussi de créer des styles. C'est-à-dire que tu as le thriller, la comédie romantique. En soi, c'est pas un mal. Après tout, tu as le rock, la musique classique, des choses comme ça. Ça fait partie aussi, donc voilà, faut pas non plus cracher en disant oh mon Dieu, ils font pas quelque chose de nouveau à chaque fois. Non, ça fait aussi partie de codes dont on aime s'inspirer, avec lesquels on joue. Quand je regarde un film et que j'ai l'impression de l'avoir déjà vu, ça m'emmerde quand même. Ah, ça c'est effectivement une erreur. Quand les ficelles sont trop grosses et qu'elles sont copiées-collées, c'est triste. Fabien, je voudrais juste dire que Romaric, tu disais que le jeu de rôle a besoin d'inventer cette grammaire. Maintenant, la grammaire du jeu de rôle, elle existe déjà. Enfin, toutes les théories de The Forge, et d'ailleurs, c'est de manière générale. The Forge. Je suis plus fort que. Oui, d'accord, non. Bon, ça c'est un autre débat. Non, mais franchement, c'est pas vrai. En plus, quand tu dis ça, Romaric, tu fais un raccourci parce que oui, tu m'as encore dit ce matin que tu trouvais que The Forge c'est formidable, d'accord. Mais t'as répondu à des questions auxquelles ils n'ont pas répondu. Laisse-moi aller jusqu'au bout. Y a pas de problème. Que si tu veux, The Forge a apporté tout un tas de termes. Ta lecture de The Forge a apporté tout un tas de termes. Tout un tas de termes qui ont permis justement de parler de jeux de rôle. Et c'est d'ailleurs en général la première intérêt d'une théorie de jeu de rôle, c'est de permettre d'apporter un langage commun en parlant de toute la... Enfin, alors, je dis The Forge, mais en fait, je dirais The Forge et Frédéric Sintès parce que. Mais oui, mais c'est ça. Mais dit Fabien Hidfine. En fait, c'est notre lecture de The Forge. Bon, Christophe, par exemple. Attends, c'est pas vraiment le débat maintenant. C'est complètement le débat. Je te laisse pas dire des erreurs. T'es en train de dire The Forge? Non, notre lecture de The Forge. D'accord. Toujours est-il qu'il existe une grammaire. Il existe déjà une grammaire. Elle est peut-être pas complète et il y a sans doute encore des choses à inventer, mais on a déjà pas mal de choses pour parler. Et tant que les gens n'iront pas lire ce que raconte Frédéric Sintès et ne s'intéresseront pas à tous les documents qu'on a mis encore et encore et encore à disposition, ben on continuera à être une espèce de tour de Babel où chacun parle son langage et puis essaie de plus ou moins faire adopter ses définitions aux autres. Je suis totalement d'accord. Seulement, tu sais que dans l'évolution des grammaires, il y a des choses qui sont toujours vraies dans d'autres théories. Par exemple, tu prends Newton et Einstein. La théorie d'Einstein permet de parler de la théorie de Newton. D'accord. Eh bien, je prétends, et je le dis là, que le Maelstrom permet de, à peu près, rendre compte de tous ces termes qu'on a inventés en lisant The Forge. Parce qu'en fait, Fabien, il faut le dire, c'est nous qui avons, par notre interprétation de The Forge, donné cette signification à ces termes. The Forge, je te rappelle que c'est un truc qui est c'est en anglais déjà, pour commencer. On parle pas anglais tous les deux. On est français. Donc déjà, on les a traduits. Ensuite, on les a traduits dans notre manière de voir le jeu de rôle à nous, avec ce jeu comme pièce mécanique, etc. Mais en gros, moi, ce que m'a dit Christophe Buckley, alors je sais qu'il aime pas trop que je le cite dans la cellule sans qu'il y soit, mais je vais te le dire. Il m'a dit, les gars, vous avez une lecture de The Forge qui est la vôtre, votre lecture. Moi, quand je lis The Forge, j'y vois pas forcément vos théories. Et je crois que c'est vachement important de bien comprendre que moi, par exemple, je n'ai jamais fréquenté le forum de la Forge. Il y a eu un pseudo, il a bugué. Chez moi, la Forge, ça frisait. Tout ce que je connais de la Forge, c'est les articles que j'en ai lus de Fred, les discussions qu'on a eues avec Christophe, avec Fred et avec toi. Et il faut être honnête, quand on est arrivé, la Forge, elle a fermé. Et en fait, finalement, on n'a pas participé à l'aventure The Forge. Par contre, on a pris ces concepts et on en a fait notre tambouille à nous. Oui, donc, d'accord, mais ça n'a rien à voir avec ce que je te disais à l'instant. Moi. Si. Ce que je te disais, c'est que cette grammaire, elle existe déjà. C'est ça ce que je. Oui, mais du coup, dis que c'est la tienne. Okay, sois honnête. Si tu veux. Cela dit, le mouvement dont tu parles, la Rome, c'est un mouvement qui est normal et sain au sein d'une analyse. Nous sommes des nains sur des épaules de géants. The Forge, c'est le géant sur lequel nous sommes que des nains. Au début, tu as une théorie du cinéma, et puis il y en a qui précisent des termes, qui leur donnent un autre sens, qui les projettent de façon différente. Ensuite, tu en as un qui fait « Ouais, mais je suis vraiment pas d'accord avec ce que vous dites là », et ils reconstruisent autre chose, tout en ayant bien conscience de ce sur quoi, de ce qu'ils critiquent. Est-ce que tu veux toujours prendre la parole, Fly ?
ou est-ce qu'on est passé à autre chose? Et donc Fabien, je te redonne la parole. Tu avais des choses à ajouter. Effectivement, je pense que on est en ce Attention moment... à ton micro. Je pense qu'on est en ce moment à un moment clé de l'évolution du jeu de rôle, en particulier en francophonie, parce que je ne sais pas trop comment ça se passe de par le monde, qui est que le jeu de rôle doit maturer, doit devenir adulte, au sens où il doit se penser lui-même à plein comme un domaine intellectuel, donc un domaine indépendant. Ça, j'ai déjà bien insisté là-dessus. Quand je dis indépendant, on se comprend, indépendant pas indépendant comme au sens où on est indie, quoi. Enfin, bon. Pas économiquement parlant. Mais indépendant au sens indépendant du jeu vidéo, du cinéma, de la littérature, etc. Tout à fait. Et par ailleurs... Autonome, en fait. Autonome, oui, voilà. Et par ailleurs, il faut qu'il se pense comme un champ où... mettons, il y a une avancée. Je dis pas trop un progrès, parce que un progrès, ça suppose une évolution que ce soit meilleure, oui. Mais pas progressiste, mais par contre, ça évolue. Mais des choses changent. Ça évolue. Et ça signifie qu'il faut regarder ce que les autres ont fait, essayer de réfléchir comment on se positionne par rapport à eux. Ce qui est un truc que Fred me disait l'autre jour, et moi j'ai la même chose, il disait, quand tu présentes en école d'art un projet, si tu n'as pas réfléchi à quelles sont ses connexions en amont, à ce qui a déjà été fait avant, tu te fais laminer. Et moi, c'est pareil en recherche. Pas qu'en école d'art. En sciences sociales. Oui, d'accord. Mais c'est-à-dire que si tu ne sais pas... alors, je sais très bien ce que tu veux dire. Et donc ça, c'est vachement important que pour maturer, on réfléchisse à ce que... Et il ne faut pas, du coup, que tu mésinterprètes mon propos. Quand je dis j'emmerde The non, Forge comme un gros troll, oui, ce que je veux dire, c'est pas il ne faut pas lire la Forge. Au contraire, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais c'est juste de dire, à un moment donné, désacralisons aussi la Forge, la vision qu'on en a, nous, là, Fred, toi et moi. Je comprends tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est-à-dire que parce que eux-mêmes ont changé leur propre théorie depuis. Ce que je dis, c'est que je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est-à-dire ce que je dis, c'est qu'effectivement, il faut que on apprenne à progresser. Et donc, pour apprendre à progresser, il faut qu'on s'intéresse à notre propre médium, à ce qu'ont fait les autres. Si on veut faire avancer le jeu de rôle, si on a envie de toujours refaire les mêmes choses, bon, c'est pas utile. Ça, on sait déjà faire. Je pense qu'on est vraiment d'accord. Ouais, on est d'accord. Flavie, tu voulais revenir au sujet peut-être? Oui. Mais c'est important. Pas de digression. Parce qu'en fait, là, on parle de grammaire. On parle de grammaire. Et c'est très important. Ce n'est pas Flavie. Et on va y revenir. Oh mon Dieu, rendez-nous Fly. Flavie, mais on est toujours dans le sujet en fait. Flavie, je t'en prie. Moi, ah merde, j'ai oublié. Tu voulais pas. Pas vrai. Alors, excuse-moi. Tu voulais pas nous parler d'une culpabilité qu'avait le jeu de rôle vis-à-vis de sa légitimité? Si, mais je l'ai dit déjà tout à l'heure, je pense. Moi, je pense qu'on a bien compris. Je pense que j'étais assez claire là-dessus. là-dessus. Culpabilité, pardon. Il me vient un truc. Excuse-moi, il y a Maxime qui a fait une crise cardiaque parce qu'on partage le même micro. Je lui ai arraché des mains. Il y a un truc qui est vachement important, c'est que j'ai l'impression que, en fait, pour beaucoup de gens, Mireille Dumas a gagné. Oui. Dans le sens où, pour beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens qui ont internalisé la critique entre guillemets de Mireille Dumas et qui depuis veulent montrer que le jeu de rôle c'est inoffensif. C'est inoffensif, c'est un truc de geek un peu bête, mignon, ça fait pas de mal. mais gentil. Un jeu. Et oui que ça fait pas de mal, qu'il y a pas d'ambition derrière. Et ça c'est terrible pour le jeu de rôle. Enfin il y a pas pire moyen que de tuer un média que de le réduire de convaincre ceux qui le pratiquent que il faut être inoffensif, etc. Au contraire, moi je dis, il faut avoir de l'ambition, il faut vouloir que le jeu de rôle change la vie, ait un propos politique, fasse des choses complètement ouf. Si on se plante, on se plantera, c'est pas si grave. Le cinéma a essuyé un peu ce genre de critique à ses débuts. C'était un truc populaire. Le vrai truc, c'était les musées, la littérature et trucs comme ça. Et tous ceux qui allaient s'encanailler dans des salles sans lumière, c'était des beaufs, quoi. Moi, j'ai une anecdote à raconter à propos de ça. J'étais dans un petit magasin de jeux de rôle et de cartes, il n'y a pas si longtemps que ça. Et en fait, j'ai entendu le mec qui tenait le magasin discuter avec un de ses habitués. L'habitué dit mais vous êtes en train de parler, ça a l'air de s'amuser ici, c'est n'importe quoi sur le thème de la rigolade. Et l'autre le regarde et dit je sais, on travaille dans le jeu, ce serait quand même n'importe quoi s'il fallait se mettre à penser. Et moi, ça m'a fait mal quand j'ai entendu ça. Je me suis dit, creepy. Et ouais. Sad. Si, tu peux même penser. C'est pas grave. T'inquiète pas, ton cerveau va s'en sortir. Arrêtez de confondre les gens qui réfléchissent et ceux qui se prennent la tête.
C'est-à-dire que, encore une fois, et ça, il faut arrêter avec ce mélange. On peut tout à fait réfléchir à fond sur un truc et en même temps produire des œuvres extrêmement plaisantes ou il y a typiquement Cronenberg, c'est hyper accessible et pourtant ça touche à des questions de philosophie. Vraiment, on s'éloigne vraiment du sujet. Je pensais que Flavie allait nous y ramener. Mais non, regarde, j'ai retrouvé mon idée par contre. Excuse-moi, Faye, du coup. Et après, je laisserai Fabien l'occasion d'exprimer pourquoi pour revenir un peu au sujet, j'aimerais aussi sur cette assimilation au cinéma, ça donne une dérive que j'appelle le master tout-puissant. Où le master, en fait, il est fatigué à la fin parce que il faut qu'il gère l'histoire, il faut qu'il pense à tous les rebondissements de ses personnages, il faut qu'il s'occupe de la musique, il faut qu'il soit capable de se rappeler de tout ce qu'il y a sur les feuilles de personnages de ses joueurs. C'est sa faute. Et il faut qu'il pense absolument à tout. Putain la vache, mec, quand t'arrives à tout faire, wow, pendant une demi-heure, t'es ouf. Il y a forcément un moment où tu vas être fatigué pendant la partie et où il y a un truc que tu vas mal gérer. Autant directement comprendre que c'est du jeu de rôle, que les joueurs en face de toi sont autant créateurs de l'histoire que toi-même, et du coup tu leur laisses laisse-leur aussi de la création. Juste une petite parenthèse, puis je te passe la parole Morgane pour dire que ce que vient de dire Fabien, c'est ultra révélateur. Si à la fin d'une partie de jeu de rôle en tant que meneur vous en voulez, c'est que vous n'étiez pas en train de faire un jeu de rôle. Bon, moi en même temps je suis un champion de la culpabilité. Ouais, mais d'accord. Non, mais ce que je veux dire c'est que du coup c'est que t'as l'impression que quand on a l'impression que la partie repose sur soi, c'est un peu comme si on était le réal et qu'on a fait un mauvais film. Alors qu'une partie de jeu de rôle, ce n'est pas la partie d'un maître de jeu, c'est la partie d'une table de jeu de rôle, d'une somme de joueurs. Les joueurs doivent se responsabiliser aussi. Morgane. Tu m'offres une transition d'enfer. Il faut savoir que dans le cinéma, le réalisateur, il a en partie. Alors, je vais peut-être pousser un peu. Il y a probablement des gens qui sont bien meilleurs en cinéma que moi, notamment je pense à Vivien Féasson là. Surtout, faut pas trop m'en vouloir. Vivien Féasson, il a quand même très souvent raison. Ouais. Pas c'est private joke, mais non. La nouvelle vague a posé le réalisateur en master, le maître du jeu au cinéma. C'est le réal, c'est lui qui décide de tout, de la direction artistique, du scénar. C'est lui qui a le dernier mot. Voilà. Ouais. C'est lui là, le symbole en fait du film, c'est lui. Tu vois, c'est tout son parcours explique le film. Alors, je dis pas qu'il y est pour rien, mais c'est devenu un maître du jeu. C'est pour ça quand tu dis t'es comme le réal, oui, dans cette position-là. Maintenant, il y a des courants pour lesquels ça change, où tout doucement on s'intéresse plus aux scénaristes, et je pense que les séries télévisées sont en train de provoquer ce changement-là, où finalement le scénariste est en train de reprendre donc le créateur du jeu quelque part. On leur dit les mecs, si vous nous produisiez, plutôt que de nous produire des images cool, si vous nous donnez un système sympa, des rebondissements de fiction, ça c'est plutôt le scénariste qui s'en occupe. T'entends Michael Bay? Mais j'aime bien Michael Bay, ça fait boum, c'est cool. On pourrait faire un film qui pense sur des momies explosives. Et les explosions explosent. Explosion. Et il l'embrasse et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Elle explose. Et donc effectivement, la position du maître de jeu tout-puissant ressemble, à mes yeux, à celle qu'occupe le réal, mais aux yeux du public, aux yeux des équipes qui bossent avec lui et aux yeux des médias qui en parlent. Ouais, c'est incroyable. Ah putain, moi je trouve que pour combler le blanc à Romaric, moi je trouve qu'on reste tout à fait dans le sujet, c'est-à-dire si on parle de jeu de rôle et cinéma, on s'intéresse au lien entre les deux mondes, et il faut nécessairement avoir un regard critique sur ce lien lui-même et pas seulement dire c'est cool, on a pris ça et puis c'est formidable et tel jeu. On peut pas ne pas être un peu analytique sur un sujet comme ça. Donc à mon avis, on est parfaitement dans le thème. Tout à fait. Par rapport à cette grammaire, voilà, c'est ça que j'ai retrouvé. Je voulais parler de Jérôme Larrey, qui dans son entretien à Coralie David justement explique qu'on a malgré tout besoin. C'est exactement ce que tu disais tout à l'heure, Fabien. On a besoin d'une grammaire au départ quand on lance un média. Et ce qu'il explique, c'est que le jeu de rôle est jeune et donc du coup, on a besoin d'aller chercher chez les autres des images approchantes et l'idée, c'est de dire ensuite qu'il faut bien sûr que le jeu de rôle, tôt ou tard, s'émancipe de ces... Mais cette émancipation, elle est déjà actée, quoi. Elle existe pour déjà. toi, c'est The Forge. Alors, la première émancipation. Ça existait sans doute déjà. Il y a déjà sans doute des choses qui existaient avant, mais je les connais pas. Mais il y a The Forge, il y a tout le travail théorique de Frédéric Sintès, qui est quand même
monstrueusement impressionnant. Toutes les histoires de rétention de résistance asymétrique, pardon, j'allais parler spécifiquement de la. Mais enfin, il a fait plein d'autres choses de positionnement qu'il a repris de Vincent Baker. Enfin bon, c'est pour ça que je te parle de lecture forgienne. Et tu vois, de nos lectures forgiennes. Okay. Parce que nos théories, je suis désolé, mais on les tient de Fred. Et Fred, c'est un lecteur de la forge très particulier. Hein. Il n'a pas raison sur tout. Il a surtout raison, mais il n'a pas raison surtout. Et il n'a pas tant que ça participé à la forge. Il n'a pas non plus autorité sur tout. Et tu vois, il a ses lectures. Et nous, ces lectures nous ont influencés. Attention, quand on parle de la forge, on a tendance à parler des articles de Frédéric en disant oui, la forge dit. Et puis en fait, au final, on pense à Fred. Ouais, et c'est vrai. donc, toujours est-il qu'à mon avis, Fred a vraiment fait un travail qui est efficace, qui permet de bien expliquer, qui permet d'ouvrir des. Quand on est créateur de jeux, moi je sais que souvent quand je suis bloqué, je vais me promener sur le blog de Fred et à un moment je fais ah mais ouais tiens, le problème que j'ai c'est tel problème théorique et lui. Thomas Munier peut en témoigner d'ailleurs. Ouais. Fait régulièrement ça pour. Il me disait récemment que Influenza était né de sa lecture du blog de Fred, ce qui est quand même un beau compliment pour Fred, quoi. En plus, le jeu est intéressant. Donc, Et évidemment, le Maelstrom s'appuie également sur toutes ces réflexions qu'on a pu avoir tous ensemble autour de ces questions. Mais c'est pour ça, tu vois, on a notre grammaire, en fait. Elle existe déjà, en fait. C'est ça ce que je veux dire. Ouais. Je connais pas le travail de Jérôme, hein, mais à mon avis, ça vaudrait la peine de s'intéresser à tous les développements théoriques de Fred. Flavie ? Ouais, moi j'aimerais parler en fait de toutes ces bases vraiment ces livres de jeux vraiment classiques qu'on peut trouver et qui amènent aussi à cette dérive-là du Master Tout-Puissant. Parce que dans pas mal de livres que je peux trouver dans les magasins de jeux de rôle, en gros, c'est des livres qui proposent de pouvoir tout faire. Ouais. Oui, mais quand tu proposes de pouvoir tout faire dans le jeu et quand tu expliques que tu vas pouvoir tout faire, tu dis au MJ, tu vas devoir tout faire. Tu vas pas choisir, en fait. Ouais, et je pense qu'il y a aussi une responsabilité des livres de jeu qui, donc, du coup, des créateurs qui sont derrière, parce que du coup, ils mettent vraiment, en fait, la pression sur les épaules du master. Est-ce que le jeune master, il se dit, mais il va falloir que je fasse tout, du coup? Et le master, qui a un peu plus de réflexion, qui est un peu plus loin, il se dit, je vais choisir qu'une partie. Mais au final, ça reste quand même une dérive qui est présente dans les livres de base, en fait. C'est ça. Ce sur quoi tu mets le doigt, c'est qu'en fait, ça rend l'assimilation du jeu de rôle ou l'accès au jeu de rôle beaucoup plus difficile. On n'arrête pas de pleurer qu'il y a de moins en moins de gens qui pratiquent. Je suis pas sûr que ce soit vrai, mais en tout cas, si vous voulez vraiment qu'il y ait plus de gens qui pratiquent, ce serait bien déjà de créer des jeux qui soient plus accessibles. Donc dans lequel, justement, le créateur fasse mieux son boulot et ce soit plus accessible et ça repose pas tous moi, que sur les épaules du meneur. J'ai parlé récemment en fait à quelqu'un qui gère une maison de jeux en fait, il gère les jeux et la jeunesse, une ludothèque à Rennes. Et du coup, je lui parle de jeux de rôle et il me dit je t'arrête tout de suite. Moi, je fais des jeux que je peux jouer avec les gamins, le jeu de rôle. Je fais du jeu tous les jours. S'il faut que je me tape le soir quand je rentre chez moi 10 heures de préparation pour 1 heure de jeu, ça va pas le faire. Et c'est un fait que du coup, ça va aussi avec ce côté master tout puissant, quoi. Preuve qu'il ne connaît pas Prosopopée ou. Ah oui, mais du coup, je lui en ai parlé. Mais du coup, c'est l'image. C'est pareil, hein, c'est super cryptique. Enfin, Fabien, tu peux juste pas conseiller à ce gars joue à Prosopopée avec tes gamins, parce que c'est pareil, il va avoir une lecture, le soir qui va être compliquée. Moi, j'ai joué à Prosopopée avec. Mais bien sûr, parce que plein de gamins sans difficulté. Ce que je veux dire, c'est le livre de règles. Je suis désolé, mais il est plein de jargon. Ça, c'est vrai, de notre jargon. On n'est pas accessible, Fabien. On a un énorme travail éditorial à faire sur nous-mêmes. Alors, c'est possible qu'on ait un gros travail éditorial à faire sur nous-mêmes, mais c'est une critique vis-à-vis de Prosopopée que je ne partage pas, tout simplement parce que moi, je ne connaissais pas Fred. Je parle pas uniquement de Prosopopée. J'ai réussi à jouer à Prosopopée sans difficulté, bien avant et à une époque où Prosopopée était encore bien plus embrouillon qu'il est aujourd'hui. Donc je ne partage pas cette critique-là. Ça marche. C'est très bien. Jamais vécu. Mais impeccable. Mais moi, je veux dire quand vous disiez tout à l'heure qu'il y a probablement pas beaucoup de gens qui connaissent le jeu de rôle, moi, je suis de plus en plus surpris par ma génération. C'est à chaque fois que je discute avec qui que ce soit en fait dans la vie des gens de ma génération qui sont nés donc on va dire moi je suis né en 89 mais on va dire après 85, tout le monde connaît le mot jeu de rôle. Y a personne déjà qui me dit et la plupart des gens quand on leur en parle
ils connaissent, voire ils en ont déjà fait au moins une fois. Ouais. Même des gens tout à fait, je vais dire lambda entre guillemets, des gens qui ont rien à voir avec le milieu geek, qui sont pas forcément des joueurs de jeux vidéo, ils en ont quasiment tous déjà fait une fois. La plupart me disent ouais, c'est juste que c'est intéressant, mais j'ai pas vraiment j'ai pas envie de prendre le temps parce que je suis pas sûr déjà du résultat. Par contre, genre encore hier, je leur ai présenté Perdu sous la pluie, ils ont aimé. D'accord. La partie a pas été top parce qu'on était crevés, un peu bourrés, mais un peu. Ouais. Un peu. Mais par contre, ils ont adoré le fait quand je leur ai montré le concept, tous autour de la table, ils ont dit mais ça c'est trop bien. Ça c'est un jeu en fait. En gros, on peut tous. Les zombies cinéma. On peut le sortir. On lit les règles en même pas 1 heure. On les explique en 5 minutes à des potes. Et c'est parti. Ils disent et là ils étaient tous mais c'est ça en fait qu'il faut pour le jeu de rôle, des gens qui le connaissent pas plus que ça. Donc je pense que c'est vers là qu'il faut qu'on pense. Alors certes, certains diraient c'est du jeu de rôle apéro, c'est pas du véritable jeu de rôle. Mais en quoi le fait de faire un jeu de rôle apéro serait forcément mauvais? Je dis pas que c'est mauvais, mais il y a des gens qui diront. On s'éloigne peut-être un peu des questions de jeu. Tout à fait, mais il y a des gens qui diront. Quoique Zombie Cinéma, j'essayais de gentiment y revenir, mais bon. Zombie Cinéma, c'est un excellent exemple, cela dit. Parce que le cinéma peut être une source d'inspiration et de créativité, parce que là on est en train de tailler un petit peu la grammaire. On parle beaucoup de grammaire, on dit le cinéma, comment dire, c'est entre guillemets s'inspirer du cinéma ou de la réalisation pour créer ses parties de jeux de rôle, c'est mal, mais il y a aussi des jeux de rôle qui se nourrissent et qui tirent des avantages de ça. En fait, le problème c'est un peu s'inspirer de manière servile d'un autre média. C'est-à-dire de ne pas faire le travail de traduction qui est un travail intense et complexe et difficile pour arriver à adapter certains. Parce que par exemple, je me souviens que un film qui nous a, Fred et moi, on est très très influencés par Hayao Miyazaki. C'est ce que j'ai par exemple, ça c'est un truc qu'on s'était dit que Princesse Mononoke influençait beaucoup Monostatos, mais aussi beaucoup Prosopopée. Ah oui. Mais chacun avec une traduction où on a réfléchi à pourquoi ça nous plaisait, tu vois, et pas de manière servile en disant je vais refaire Princesse Mononoke. Mais parce que très souvent dans le jeu de rôle vraiment classique, dans les bases classiques, en fait, quand il y a un univers qui te plaît, en fait, tu te contentes d'expliquer l'univers dans la base, mais tu fais pas le jeu qui va avec. Tu fais pas le système de règles qui va avec. Ouais, tu fais un espèce de... Généralement, il y a trop d'univers. C'est un truc que j'entends très souvent sur convention. Putain, l'univers de ce truc-là, il est génial. Par contre, j'aime pas le système de jeu. Alors, du coup, j'ai créé mes règles. Souvent, et d'ailleurs, il y a confusion système de jeu et résolution. Et du coup, je joue en fait à ce jeu-là avec les règles d'un autre truc. Et ça, c'est terrible parce que ça veut dire que c'est pas sur c'est pas le créateur de jeu qui fait le travail, c'est chaque MJ. Alors, il y a des MJ qui aiment ça et tant mieux, mais je pense que c'est très mauvais pour l'accessibilité au jeu de rôle que d'avoir des jeux qui sont impossibles à jouer. J'aimerais juste aller au bout de mon exemple pour dire que voilà, on s'est dit que Princesse Mononoke c'était un film qui nous plaisait, une influence. Mais moi, c'était pas à cause du type d'héroïsme qui est développé dans Princesse Mononoke, Absolument. qui est un héroïsme qui tourne autour des valeurs centrales des personnages. Ashitaka, c'est le pacifisme, Dameboshi, c'est l'humanisme, et Princesse Mononoke, c'est évidemment l'écologie. Alors que Fred, lui, c'était pour le côté contemplatif. Tout à fait. Et donc mais chacun a traduit et réapproprié et introduit toutes ces thématiques dans tous les aspects de son jeu. Tu t'es pas contenté de dire inspiration source de Mononoke, tu t'es pas dire par exemple on pourrait trouver ça un jeu qui dit c'est l'univers de Mononoke ou c'est l'inspiration principale de ce jeu, c'est Mononoke. Non, voilà. Tu t'es pas contenté de dire ça. Tu as dit inspirez-vous de l'héroïsme dans Mononoke, inspirez-vous de telle ambiance contemplative dans Mononoke. Alors pour être bien précis, le problème c'est pas tellement de reprendre, mais c'est d'analyser. Voilà, c'est savoir analyser. C'est ça, de savoir analyser, de savoir ce qui nous plaît exactement. C'est-à-dire qu'il y a rien à enlever de cette inspiration. Parce que si tu dis par exemple, moi j'ai envie de jouer comme dans Prosopopée, et puis que toi dans ta thèse en tant que créateur t'as une idée d'héroïsme, et que l'autre entend moi j'ai envie de jouer à Prosopopée et lui il comprend contemplation. Ça va être affreux, surtout si ton système de jeu ne précise pas tes intentions. Bien sûr. Je voudrais juste dire en fait que là, ce que tu es en train de dire, c'est qu'en gros, tu donnes le cinéma peut être une inspiration à partir du moment où d'abord vous avez analysé ce qui vous plaît dans tel type de fiction cinématographique. Qu'on connaît bien le médium jeu de rôle. Qu'on connaît bien le médium jeu de rôle et du coup on sait bien passer de l'un à l'autre.
Et pour moi, en fait, t'es juste en train de dire que encore une fois, je reviens au Maelstrom, je suis désolé, hein, je fais vraiment ma pub. Oui, mais c'est parce que les auditeurs comprendront bien que si tu reviens tout le temps à ça, c'est parce que tu l'as dans la tête en ce moment, quoi. C'est surtout que c'est parce que c'est ma théorie actuelle, tu vois. Oui, oui, d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que ça t'habite en ce moment, tu vois. Mais pas qu'en ce moment, ça va m'habiter tout le temps, en fait. Ça... Maxime, mais t'as quel âge, quoi? Il a dit tout à l'heure. Laisse ça à Flavie. Donc, juste pour revenir, c'est que ça oriente les propositions qu'on accepte dans le contenu fictionnel malléable ou pas. C'est-à-dire que tu vas dire tel film, si vous respectez, par exemple, ce qu'on appelle respecter le canon esthétique de tel film. Et là, je voudrais reparler de ce que je voulais dire, c'est que la cinéma peut être un excellent moyen de sélectionner les propositions qui entrent ou non dans le contenu fictionnel malléable d'une partie de jeu de rôle. Et donc, ça peut être, par exemple, dire on va faire une fiction à la manière de Star Wars, ça peut être un excellent moyen de créer un raccourci de, je veux dire, une règle. En gros, la règle du jeu, si on devait l'écrire, ce serait regarder Star Wars, essayez d'en tirer telle proposition au sujet de la Force, et vous aurez globalement le genre de proposition qui peut entrer dans mon contenu fictionnel malléable. Ça permet de simplifier les choses, tout simplement, de dire plus en un minimum de mots. Morgane, tu voulais autant dire inspirez-vous de je sais pas, de telle proposition autour de la force, ou bien inspirez-vous de l'héroïsme dans la force ou la forge. Ah, ça, jeune Padawan, mais ou de l'héroïsme dans Mononoke, ça passe. Autant dire inspirez-vous du canon esthétique de tel ou tel film, à mon avis. C'est pas suffisant. C'est pas suffisant parce que dans le canon esthétique d'un film, il y a tellement de trucs. Je suis d'accord avec toi. Les couleurs, la composition du cadre, le rythme de montage, les positions de caméra. Et en fait, dans un bon film, le canon esthétique déborde ou est mêlé intimement au rythme de narration. Ça, c'est forcé. Trop complexe. Flavie. Ouais, je reviens à ce que je disais des bases tout à l'heure, des livres de jeu, où qu'est-ce qu'un bon univers en fait pour éviter de tomber dans cette dérive. Je pense qu'il faut choisir ce dont on va parler. Trop souvent, dans les livres de jeux de rôle, dans les bases, l'univers, il est décrit en 250 pages parce qu'on va tout décrire dans ce putain d'univers. Ouais, c'est une encyclopédie, c'est beaucoup de choses, mais c'est pas en fait comme ça qu'on décrit un bon univers de jeu de rôle. Le bon univers de jeu de rôle, j'ai été confrontée à ce problème-là, c'est pour ça que j'en parle en fait. Je suis partie en fait avec l'idée que j'allais tout décrire et tout, un peu comme j'avais vu dans Agone, tout ça. Ouais. Et en fait, je me suis rendu compte, et c'est normal, je m'inspirais de ce que j'aimais, bah oui. Et je me suis rendu compte qu'en fait, 95% de ce que j'avais écrit, ça servait à rien. Donc je me suis mise à retravailler juste sur une ville. Et même dans la ville, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de choses qui servaient à rien. Et au final, plutôt que d'avoir des livres de jeux qui feraient 250 à 300 pages, on pourrait avoir des livres de jeux à 50 pages avec pourquoi pas 8 pages de règles, vu que du coup vous savez ce que vous allez faire jouer à vos joueurs, du coup vous savez ce que vous allez conseiller au master, donc vous n'êtes pas obligé de tout lui décrire vu que vous savez où vous allez. Et en plus vous aurez des marges quand vous allez vendre le bouquin, ça va vous coûter moins cher et vous aurez des meilleures marges. Ouais, mais non, parce que les gens, ils sont pas prêts à acheter des livres très chers s'ils ne font que 50 pages. Enfin, on pourra en parler, il y a tout un débat éditorial à avoir là-dessus, mais Morgane. Alors là, pour le coup, je vais donner un fonctionnement du cinéma qui va dans ton sens, Fly, qu'on appelle tout bêtement le champ et le hors-champ. C'est-à-dire que quand un réalisateur, une équipe de réalisation fait un film, il choisit précisément ce qu'il montre à l'écran au moment T et qui est important pour ce qui est en train de se passer. Tout le reste est suggéré par autre chose, et là, inconsciemment, mais n'est pas présent. Donc, ça n'est pas une obligation, et le cinéma, justement, a travaillé là-dessus. On n'a pas besoin de tout montrer, ou de tout montrer en fixe. On peut choisir de montrer un détail, et de laisser le reste en suggestion, et voilà. Bien sûr. Un des trucs essentiels aussi dans la création de ces deux médiums, de ces deux médias, je sais plus comment dire, j'en perds mon latin, entre le jeu de rôle et le cinéma, c'est qu'en fait, l'auteur de l'un et de l'autre ne fait pas du tout la même chose. Dans un cas, il enregistre des sons et des images, il produit une fiction qui sera à laquelle on va assister de manière passive, alors que dans l'autre, il incite les gens à être créatifs de leur propre fiction, de leur propre contenu fictionnel malléable. Enfin, dans un cas, on prépare la création d'une œuvre, dans l'autre on présente une œuvre. Enfin, je veux dire, vous vous rendez compte de la différence ? Comment les deux grammaires pourraient-elles communiquer ? Enfin, je veux dire. En fait, le jeu de rôle classique, j'ai l'impression que les gens qui créent, classique dans le sens à l'ancienne, les auteurs étaient pas
au final des auteurs jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'ils créaient pas forcément le système qui allait avec ce qu'ils avaient envie de voir. Ils avaient juste un univers dans la tête, ils avaient envie que des gens vivent dedans. Et on disait ensuite, MJ devient un réalisateur de cinéma. Exactement. Mais les problématiques que tu as envie d'y mettre, fais-toi plaisir dans mon univers. Alors que s'ils étaient cohérents, ils décriraient leur univers éventuellement dans un bouquin, et en fonction des propos qu'ils veulent défendre, s'ils voulaient créer un jeu de rôle, et donc pas... S'ils écriraient un scénario de cinéma, s'ils avaient envie de voir des scénarios où ils seraient auteurs de littérature, mais s'ils ont envie de faire du jeu de rôle, à ce moment-là, il faut qu'ils choisissent ce qu'ils ont envie de défendre et qu'ils fassent un système de règles, quitte à faire plusieurs fois des bouquins, plusieurs bouquins. Ils n'avaient pas compris qu'en fait, ils étaient créateurs de règles qui devaient conduire à la création d'une œuvre, qui est la partie qui elle-même doit conduire à la création d'un contenu fictionnel malléable. Et pour moi, et vu qu'on a cette tradition, il y a beaucoup de gens qui l'ont enregistré, et ils prennent du plaisir, beaucoup de MJ qui prennent du plaisir et qui du coup défendent bec et ongle cette forme, vision, c'est normal. Et en plus elle se vend. Pour le peu de jeux de rôle qui vend, ça se vend. Bah oui. Et il faudrait vraiment... C'est encore ce que vend Sans Détour à l'heure actuelle. Et il faudrait vraiment se débarrasser d'une... Enfin, il y a une incompréhension qu'il faut balayer là tout de suite, qui est que... être réalisateur entre guillemets quand on est MJ dans une partie, parfois ça peut être formidable, hein. Moi, absolument. Et je veux dire, c'est un truc que tu peux trouver tout aussi bien dans des jeux de rôle. Tu peux faire ça, je pense, dans Dogs. Attends, laisse-moi aller jusqu'au bout. C'est-à-dire, tu peux tout à fait faire attention à tes descriptions, bien présenter les choses, peut-être mettre de la musique si c'est ton trip. Enfin bon, tout ça c'est possible. Ce que je veux dire, c'est que en général, et à cause de la manière dont les jeux de rôle ont été présentés, cette fonction de réalisateur du meneur de jeu finit par tout dévorer, quoi. Et par ne plus laisser de liberté. Envahissante. Elle est envahissante. Elle est envahissante pour les joueurs, elle est contraignante pour les meneurs, et en particulier pour les meneurs qui sont soit débutants, soit qui ils ont pas envie, pas le temps de s'impliquer. Et donc, moi, il m'arrive de faire des jeux hyper, à partage d'autorité extrêmement poussé, dans lesquels je suis aussi très présent, où je décris beaucoup de choses, tout Bien ça. sûr. Mais le jeu et ma pratique font que les autres peuvent exister aussi, quoi. Que je suis pas le seul à apporter. Mais en fait, évidemment que par exemple, un meneur de jeu, c'est son rôle même d'amener un setting, d'amener une situation problématique pour que les joueurs puissent avoir un problème à résoudre et des choses à faire dans cette situation. Et le moment où il va décrire cette situation, évidemment, il est réalisateur, évidemment, il est cadreur, évidemment, c'est lui qui cadre la scène. C'est lui qui dit quand se déroule la scène et le problème que les joueurs doivent résoudre. Et ça, c'est un autre truc. Avec ma bouillotte, et je passe la parole à Flavie après. C'est un autre truc et un autre problème. C'est que quand on est meneur-réalisateur, ce qui se passe, c'est qu'on n'a pas compris que ce qui fait triper les joueurs autour de la table, c'est des problématiques, c'est des problèmes. On a l'impression que c'est des images, c'est des mots qui les intéressent, alors que c'est pas du tout ça qui intéresse les joueurs autour de la table. Ce qui t'intéresse, c'est des situations problématiques sur lesquelles agir et réagir. D'où l'auberge, la fameuse scène à l'auberge qui est chiante à mourir. Pourquoi elle l'est ? Parce qu'il n'y a pas de situation problématique. On est dans une auberge, on se présente, c'est plat, c'est nul. Ouais, j'aurais un truc aussi à dire après ça. Moi, ça me fait penser à un truc qui me tient à cœur aussi, c'est-à-dire que quand vous allez faire jouer votre scénar, on va appeler partie, parce que scénar, ça m'emmerde comme mot, les joueurs doivent avoir des objectifs, mais ça montre aussi qu'en fait, il y a des situations qui ne marchent pas autour d'une table de jeu de rôle. Je pense à l'amnésie. L'amnésie au cinéma, ça marche vachement bien. Oh, il y a un mec qui se réveille, il sait pas qui il est, on va le suivre dans ses pérégrinations, c'est cool. Autour d'une table, quand on débarque tous et qu'on est amnésique, et t'es dans une pièce et t'as pas d'objectif. Il y a un jeu comme ça. Non, mais là, elle est en train de débiner, je sais pas combien de pourcents de jeux du commerce. Hein. Je cherche. Mais moi, je trouve que ça marche pas comme situation, parce qu'en fait, t'arrives ex nihilo là-dedans. T'arrives ex nihilo dans un endroit, et en fait, du coup, comme t'es amnésique, t'as pas d'objectif. Ça marche pas. Il y a énormément de situations comme ça tirées du cinéma qui en fait ne marchent pas autour d'une table de jeu de rôle puisqu'elles ne proposent pas d'objectif. Elles peuvent marcher si t'as un objectif qui est imposé de l'extérieur, du genre il y a quelqu'un qui essaie de vous tuer, quoi. Vous savez pas qui vous êtes et il y a quelqu'un qui essaie. Ça marche. Ça marche parce que t'as une situation problématique. Vous êtes amnésique et vous devez prendre des initiatives. Voilà, ça bug. Qu'est-ce que tu voulais ajouter à ce sujet, Fabien, sur la situation? C'est un long développement, donc c'est une distinction en fait dans les médias, qui est que dans tout média, si tu veux, il y a une
une distinction entre alors je me trompe peut-être et je m'en excuse, entre mimésis et poésis. Mimésis, c'est qu'est-ce que tu disais Je vois Maxime qui hausse les sourcils et je lui dis c'est d'Aristote, entre autres. Alors, je crois, ouais, il me semble que c'est d'Aristote. La mimésis, c'est la vision traditionnelle des arts, c'est-à-dire que l'art doit imiter la réalité, doit la montrer, alors parfois en la rendant plus belle, parfois en la rendant, en l'imitant de manière maniaque. En jeu de rôle, j'ai l'impression que ça se traduit un peu par on va faire illusion, on va pousser énormément les représentations, etc., etc. La poésie, c'est l'idée de reconnaître que ce qu'on fait ne remplacera jamais la réalité. Et à partir justement des contraintes du médium, d'essayer d'obtenir de transmettre un message, d'essayer d'avoir une réflexion sur le monde à travers le médium, donc d'être critique d'une certaine manière. Je crois que c'est ça la poésie. Après, il y a encore toute une histoire sur la relation entre le fond et la forme, c'est-à-dire que la forme est une version superficielle du fond, une expression du message qui est derrière. Mais je crois que ça, c'est un truc qui est vachement important parce que au cinéma, le cinéma qu'on a l'habitude de voir, Michael Bay à nouveau, est un cinéma qui est typiquement un cinéma de la mimésis où on en met plein la vue, alors que un cinéma de la poésie, par exemple Cronenberg, et encore Cronenberg, c'est bon. Je parle de Cronenberg parce que c'est un cinéaste que je connais bien. Ça veut pas dire que c'est chiant, mais ça nous dit quelque chose sur le corps, sur le rapport au monde. Si vous regardez un truc comme Existence, il y a tout un tas de messages sur la religion, les jeux vidéo, le rapport à la réalité, le rapport au ludique, etc., qui rendent les choses très particulièrement intéressante. Et peut-être que sur leur relation cinéma-jeu de rôle, peut-être que le jeu de rôle souffre aussi d'être comparé à un certain type de cinéma. Cinéma, tu vois. Si ça se trouve, s'il était comparé au cinéma Poésis, tu penses que ce serait peut-être plus fructueux? Eh ben, franchement, si un jour quelqu'un fait un jeu de rôle qui essaye d'imiter du Cronenberg, ce qui est un truc que j'ai déjà essayé plusieurs fois et je m'y suis cassé les dents. S'il y arrive, j'applaudis des deux mains. Morgane. Je ne suis pas tout à fait d'accord pour dire que le cinéma type Michael Bay, c'est de la mimésis. Parce que les gens sont parfaitement au courant que rien ne pète comme ça dans la vraie vie et que voilà, ils savent que ça marche. Enfin, je veux dire, tout le monde kiffe Transformers et des trucs comme ça, et personne ne s'attend à voir débarquer des Transformers dans Tokyo. Oui, mais d'accord, le terme mimésis c'est peut-être un peu je préfère nuancer là-dessus. Je pense que peu de cinéastes font. À mon avis, il n'y a pas de cinéma mimésis. Un truc aussi que je voudrais nuancer. Il n'y a pas de cinéma poésis totalement. J'ai peur que les auditeurs se méprennent sur un point. C'est que quand on critique les jeux dans lesquels on commence Amnésique, quand on critique, tout à l'heure on critiquait aussi les jeux de rôle classiques, ça veut pas dire qu'on ne les a pas aimés. Ça veut pas dire que quand on dit par exemple c'est de la merde, Cthulhu sans détour, tout ça, ça veut pas dire, évidemment c'est une pensée subjective, ça veut dire que ça ne nous plaît pas. Et de la même manière, c'est pas parce que vous aimez un jeu que nous jugeons mauvais que vous êtes une mauvaise personne ou que on ne vous aime pas ou que etc. C'est hyper important parce que depuis tout à l'heure on bâche à fond, on n'en est pas compte, mais sur le jeu de rôle traditionnel et tout, on est en train de bâcher. Moi j'adore le jeu de rôle traditionnel. On ne critique que les choses qu'on aime vraiment. Oui, exactement. Sincèrement, et de ce dont on est spécialiste. Sincèrement, aussi. Moi j'ai toujours répété que tout ce que je voudrais, c'est que le jeu de rôle que j'aime puisse continuer à exister, mais en se développment. Et le problème, c'est qu'à force de l'avoir joué et rejoué, toutes les limites m'apparaissent comme le nez au milieu de la figure. Pardon, Fly, je voudrais juste. Tu ajoutes un truc et ensuite on passe la parole à Flavie. Et si tu veux, c'est vraiment que
c'est ça, on ne critique que ce qu'on aime. Que ce qu'on aime, ouais. Et moi, j'ai été le premier à répéter que tout ce que je veux, en fait, si j'essaye comme ça de changer, d'améliorer le jeu de rôle, c'est bien parce qu'il y a une époque où je me suis dit, ça me fait chier, j'ai l'impression de tout le temps voir la même chose. Ça me gonfle, j'ai envie de changer. C'est là que je me suis mis en recherche, que je vous ai rencontré, etc., etc. Et à mon avis, s'il y a beaucoup de gens qui arrêtent, c'est pas seulement, on dit tout le temps oui, parce qu'on a des enfants, parce qu'on n'a plus le temps. C'est aussi parce qu'il y a pas mal de gens qui, consciemment ou inconsciemment, se rendent compte de ces limites. Et donc, il faut que nous, on arrive à les dépasser en tant que on en a eu la preuve quand on a interviewé les gars de chez Trick Track, Monsieur Fall et Mob, qui me disaient que, à un moment donné, ils ont compris, ils avaient l'impression, en tout cas, alors que c'est pas vrai, c'était pas le cas à l'époque, de tourner en rond, d'avoir compris ce que c'était le jeu de rôle, et en gros, que avec n'importe quel jeu de rôle, ils utilisaient leur système à eux, et donc, du coup, c'est exact. Et donc, ils se sont arrêtés, à un moment donné, ils ont découvert le jeu de société parce que eux, les jeux de société avaient eu l'intelligence de proposer à chaque fois des systèmes différents, premier point. Et puis c'était plus simple, plus accessible. Il y avait plein d'avantages, si tu veux. Donc, voilà. C'est ça, quand un média, c'est comme une bicyclette ou la révolution. D'ailleurs, il faudrait que je parle d'un autre truc après. On n'a pas entendu ta comparaison, excuse-moi, du coup je parlais dessus. Non, c'est une comparaison de Mao, je crois, qui dit la révolution c'est comme une bicyclette, si elle avance pas, elle tombe. Un média, c'est un peu la même chose, quoi. S'il évolue pas, il tombe. D'accord. Flavie. Moi, si j'ai proposé le podcast à la base, c'est parce que justement, ce podcast-là, c'est parce que justement, en fait, je suis une grande fan de jeux de rôle et j'ai voulu essayer d'en créer un. Et de cinéma. Et de cinéma. T'es une cinéphile. Moi, je suis une grosse cinéphile et en fait, j'ai voulu créer le jeu de rôle en référence. Moi, je suis une grosse fan de jeux de rôle classiques. J'adore le meneur, j'adore tout ça. Et j'ai voulu en fait créer ce genre de règles, ce genre de livre de jeu. Mais ça ne marche pas. Non, ça fonctionne pas. C'est maintenant, on a le recul nécessaire. C'est possible de faire autre chose. Faisons autre chose. Essayons de nous occuper de choses. De ce qu'on peut proposer aux gens, c'est un truc important. Tu te souviens d'un truc qu'on disait quand on a tous les deux, quand on s'est rencontrés il y a très très longtemps, Fabien, on parlait de ça une fois avec Fred, on se demandait si les gens qui faisaient du jeu de rôle, c'était pas finalement des réalisateurs frustrés, des écrivains qui n'arrivaient pas à finir leur livre et qui du coup Mais tu sais que ça j'avais écrit tout un article qui était un peu sur ça, qui était écrivez des jeux de rôle, pas des demi-romans. C'est-à-dire que... Et moi, c'est un truc que... J'en parle avec d'autant plus à la fois de connaissance de difficulté et de connaissance de cause que Monostatos au départ c'était des textes que j'avais écrits sur mon ordinateur. Et moi, est-ce que Sens n'aurait pas dû être un jeu vidéo finalement? Peut-être, ouais. Mais tu vois, c'est intéressant que dans Sens comme dans Monostatos, j'ai la présomption de croire que dans les deux cas, on a suffisamment réfléchi pour échapper à l'écueil. Même si à mon avis Monostatos c'est pas aussi clair. Même si à mon avis Sens c'est pas aussi clair. Morgane. Non mais je pense pareil que toi. Non, je pense pareil que toi. C'est la pure complicité. Est mal fini quoi. Mais bon, ça. Je pense que le jeu de rôle s'inspire aussi du cinéma parce que le cinéma c'est l'exemple d'un art populaire qui a réussi. Comme le jeu vidéo. Ouais. Et de plus en plus le jeu vidéo, et d'ailleurs j'ai remarqué avec des copains que la frontière entre le cinéma et le jeu vidéo devient de plus en plus floue, pas uniquement au niveau de la technique qui font. Non, mais il y a beaucoup d'effets de réalisation qu'on retrouve dans les deux maintenant. Oui, et alors je sais plus pourquoi j'ai écouté une critique d'un film d'animation cette fois, et le critique disait non mais c'est génial parce que ce film d'animation a arrêté de vouloir faire du film tel que avec des caméras fixes et il a compris qu'en tant que film d'animation il pouvait foutre la caméra mais où il voulait parce que c'est une caméra virtuelle et c'est génial parce que tout d'un coup il propose une expérience de cinéma d'animation qui est propre au cinéma d'animation parce que la caméra est virtuelle. Bien sûr. Et le cinéma effectivement est un art, on l'appelle pas le 7e art pour rien, qui est populaire, qui touche des masses mais et que les gens aiment et dont on parle et qui est bien vu. Enfin, faire du cinéma, c'est cool, quoi. C'est quand on dit moi je veux être réalisateur, on dit pas oh non putain mec change de voix tout de suite, tu vas te faire défoncer, ça sert à rien, tu vas passer pour un bolos, laisse tomber quoi. On dit putain c'est cool et tout. Il y a la Fémis, il y a des écoles de cinéma. Alors que moi quand j'ai dit à mes parents, moi j'ai envie de devenir comptable, mes parents m'ont tout de suite dit ouais vas-y fonce, on est avec toi.
Au moins, t'auras une position sociale enviable. Et réalisateur acteur de film, comme maintenant scénariste de séries et choses comme ça, est devenu une position sociale enviable. Ouais. Donc, quand les gens disent le jeu de rôle, c'est pas de l'art, j'ai envie de dire, mais et pourquoi ça pourrait pas le devenir ? Le cinéma, on l'a bien appelé le 7e art, alors voilà. Mais c'est surtout aussi, c'est comme les livres et le cinéma, sont les 2 premières formes d'art auxquelles on est confronté. Donc c'est ce qu'on connaît le plus, c'est comme toujours, quand on connaît quelque chose très très bien, on l'accepte. Alors que le jeu de rôle, c'est quelque chose qui nécessite de pouvoir parler, avoir des copains et tout, c'est quelque chose qu'on développe beaucoup plus tard au final. Ouais. Et du coup, comme les choses qu'on connaît moins bien, on le tolère moins bien. Le jeu de rôle est très, excuse-moi Morgane, le jeu de rôle est très anti-consumériste. T'as peu. Alors, oui, ok, la culture geek est en train de devenir extrêmement consumériste. J'ai acheté le 17e supplément de Cthulhu qui nous parle de. Alors, c'était trop bien, il y a des nouveaux jets de dés. Quand tu vois que dans l'appel de Cthulhu, justement, il y a une nana qui monte ses fesses à des tentacules dans l'eau. Ouais, c'est un peu putassier, c'est bon, c'est fini, quoi. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, en plus, c'est du jeu de rôle archi-classique. Enfin, je veux dire, c'est du archi-classique. C'est certain que le jeu de rôle a du mal à rentrer dans une société dans laquelle les gens ont beaucoup d'argent, enfin relativement beaucoup d'argent et peu de temps. Alors que le jeu de rôle, c'est plutôt le contraire. Besoin de beaucoup de temps et pas besoin de beaucoup d'argent. Comme beaucoup quand la photographie a débarqué, elle s'est fait défoncer parce que la seule chose qui valait le coup, c'était la peinture, la sculpture et les beaux-arts. C'est pas noble. Quand le cinéma a débarqué, il s'est fait défoncer, puis après il est devenu un art. Et maintenant, quand on dit en art, on pourrait peut-être aussi mettre la bande dessinée, le street art, le jeu vidéo. Mais la notion d'art elle-même va finir par exploser. Le street fait un moment, art, le hip-hop, tout va exploser là-dedans. Dans le côté tout qui va péter. Merde, ça y est, le mot m'échappe. On saura jamais qui a gagné. On fera pas écouter à Soren. C'est reconnu, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? C'est la légitimité. Oui, c'est ça. La reconnaissance. C'est ça, exactement. Et maintenant, tu as des expositions de street art qui sont financées par des municipalités. Et c'est plus juste un art de graffeur derrière un building en douce, tu vois, entre deux rames de métro. Il y en a qui le regrettent. Ouais, mais moi, je vais te raconter une anecdote que j'ai vécue cette semaine. J'ai emmené mes petits loulous parce que je suis prof, enfin je suis instit. Des écoles. Et je suis actuellement instit dans la campagne perdue au fin fond de la Bretagne. Et j'ai emmené mes petits loulous à Rennes. Et à Rennes, il y a plein d'endroits où il y a des tags. Et en fait, quand les gamins ils sont passés devant, je les ai emmenés en fait au musée des Beaux-Arts. Et on a fait, il y a eu tout un moment. Regarde, c'est trop beau, maîtresse, là-bas les dessins. Surtout, il y a des tags qui sont vachement chiadés. En effet, les tags, ils étaient magnifiques. Ça, il faut dire que Rennes, j'ai l'impression que c'est une ville très très sympa. Ce podcast n'est pas soutenu par l'Office du tourisme de Rennes, mais franchement, ça a l'air d'être une ville de gauche très très accueillante. Dans le 13e. Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi ça le fait rigoler, la ville de gauche. Ça nous fait rigoler, Maxime et moi, je crois. C'est marrant, la ville de gauche accueillante et tout. Dans le 13e arrondissement de Paris. Moi, j'habite Paris, donc. Dans le 13e arrondissement de Paris, donc ce podcast n'est pas non plus subventionné par la mairie du 13e arrondissement. Les mairies de gauche, quoi. Ce podcast n'est pas financé par les mairies de gauche. Vous pouvez envoyer vos chèques. Il y a des artistes du street art à qui on a demandé de faire des fresques intégrales sur des immeubles entiers, quoi. Et il y aura un parcours de street art. On leur prête des squats entiers, des immeubles promis à la destruction, qui customisent, sur lesquels ils travaillent et puis ensuite seront détruits. Mais ça donne des publications, ces choses-là changent. La musique électronique s'est fait défoncer. Maintenant, il y a quand même des musicologues en musique électronique, alors qu'avant c'était un truc de jeunes au fond d'un pré qui prenaient de l'exta. Mais ça globalement, en fait, pour revenir simplement à la notion d'artiste, pour avoir discuté avec des gens qui font des études là-dedans. Dans les milieux, le mot artiste, ça veut plus rien dire. On a arrêté de l'utiliser. C'était utile à une époque pour des questions administratives, en fait, le mot artiste. Ouais. Aujourd'hui, il veut plus rien dire. Tout le monde le sait très bien. C'est complètement galvaudé comme terme. On dit un musicien, on dit un sculpteur, on dit un graffeur, on dit un réalisateur, un auteur de jeu de rôle. On dit un auteur de jeu de rôle, on dit un auteur de roman, voire même on dirait peut-être même un auteur de fantastique, un auteur de science-fiction. En fait, on calibre
libre au maximum parce que pour parler, mais plus personne en fait. Ce qui montre d'ailleurs qu'on est quand même dans une civilisation entre guillemets de la culture et tout, parce que tout se multiplie. Enfin, c'est plutôt positif au final. C'est quand même une richesse, quoi. Si une société avance bien, normalement, c'est qu'elle développe sa culture. Normalement. Donc, dans Star Trek. Le jeu de rôle comme art, si tant est que ça puisse encore dire quelque chose, c'est possible et ce serait bien. Mais je crois qu'on s'est vraiment éloigné du sujet. Bon, même si voilà, c'est périphérique évidemment à tous ces sujets. Je trouve qu'on a fait grandir le sujet. Oui, c'est ça. On lui a donné de la profondeur et puis une certaine résonance qui est pas inintéressante. Mais s'en éloignant, on a aussi une certaine absence de précision. Voilà, et je sais qu'il y a des auditeurs qui sont sensibles à ça. Les auditeurs sont habitués. Oui, vous inquiétez pas, j'étais là, c'est normal. On n'a pas du tout serré le sujet. Si j'ai donné plein d'exemples en dehors du jeu de rôle et du cinéma, c'est aussi pour prouver que c'est un mouvement qui est connu et relativement courant dans tout ce qui est de l'œuvre, de la culture. Voilà, que c'est pas propre au cinéma et propre au jeu de rôle et que c'est toujours d'actualité pour plein d'autres domaines. Moi, je voudrais dire... Oh putain, vous avez tous des trucs à dire. Je croyais que c'était fini, mais non. Flavie. Moi, pour terminer un petit peu sur mon sujet, en gros... quand je dis qu'on s'intéresse, qu'on s'inspire trop du cinéma, il y a aussi cette dérive-là. Si vous avez du mal à envisager ce que c'est un jeu de rôle sans MJ, c'est parce que vous êtes... si vous n'arrivez pas à voir ce que c'est un jeu de rôle sans MJ, c'est que vous êtes trop influencé par le cinéma. C'est intéressant. Et je ne saurais trop vous conseiller si vos parties finissent toujours buggées, si vous vous dites toujours... Ah putain, je suis un MJ de merde, j'ai pas fait ce que je voulais. Faites une partie de jeu de rôle sans MJ, ça va vous remettre les idées en place. On rappelle les jeux sans maître de jeu sur le marché. Il y a une Florenza, il n'y a pas de meneur de jeu. Fabien, tu confirmes? Prosopopée, Polaris, The Ben Lehman, Zombie Cinéma, Perdu sous la pluie. J'aimerais qu'on cite des jeux francophones d'une part et d'autre part. Des jeux à deux. Il y a des jeux qu'on peut trouver parce que les gens me disent à chaque fois. Des jeux à deux comme La Saveur du Ciel. La Saveur du Ciel, voilà. L'Agence d'Adrien Cahuzac. Les petites choses oubliées. Et juste essayez ça et vous allez voir, il va se passer quelque chose au moment où... Je dis pas que ça va faire disparaître toute cette influence-là. Il y a des gens qui vont pas savoir jouer avec. Moi, j'en suis sûr parce qu'ils vont apporter leur pratique de Mais c'est important d'essayer parce qu'en fait, c'est là qu'on se rend compte que on est pourri par le cinéma. Et qu'en fait, il y a d'autres façons de masteriser et tout n'est pas cloisonné, y compris dans le jeu de rôle MJ sans MJ. Il y a des choses dans les jeux de rôle sans MJ qu'on peut utiliser dans les jeux de rôle avec MJ. C'est intéressant, essayez. Tout à fait. Faites du zombie cinéma. Fabien, tu voulais ajouter quelque chose? Non. Donc moi j'ai deux choses à dire. Débarrassez-vous de la notion de fiction. Pour moi, c'est le problème en fait, c'est qu'on a l'impression que un jeu de rôle doit créer de la fiction. Et moi, je n'en démords pas. Pour moi, c'est le cœur du problème. Quand on aura compris qu'un jeu de rôle doit mener à une partie qui elle-même doit mener à un ensemble de joueurs autour d'une table, brainstormant pour faire des propositions qui vont dans autre chose qu'une fiction, un espèce de truc indéfinissable, un espèce de truc malléable, difforme, informe, un contenu fictionnel étrange, finalement sur lequel personne n'a vraiment autorité, un peu comme sur un objet du monde réel, que tout ça s'arrête aussi avec la partie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas raconter... Cessez de venir nous raconter vos parties de jeux de rôle. Ça ne sert à rien. C'est aussi inintéressant que de raconter ce que vous avez ressenti en regardant le match de l'équipe de Rennes avant-hier. On n'était pas là. Donc on ne peut pas ressentir ce que vous avez ressenti. C'est pas possible. Bon, Morgane, non, t'es pas... Non, parce que tu vois, le problème c'est que tant que tu tiens à la fiction, t'as l'impression que tu peux la raconter. Non, je suis d'accord. Raconter une partie de jeu de rôle en espérant que quelqu'un qui n'y a pas été le vive comme vous l'avez, c'est une illusion. Le rapport de partie, tu veux dire. Et je t'ai pas, tu vois, d'accord. Racontez pas votre fiction, racontez votre partie, c'est ça que tu veux dire. Mais partagez aussi la fiction qui a découlé de votre partie, parce que ça peut donner des idées. La fiction qui a découlé pour vous de votre partie. Parce que ça peut donner la partie, des idées c'est de aussi narration. les réactions des êtres humains, c'est aussi ce qui se passait en vrai. Autour, exactement. C'est pour ça qu'on insiste énormément sur. Moi, quand je demande un rapport de partie, je dis c'est pas suffisant que tu nous racontes. Mais tu vois, le fait que Flavie soit révoltée contre le cinéma, c'est parce qu'en fait, depuis le début, on lui dit qu'il faut que le jeu de rôle créé, c'est une fiction.
au sens de comme au cinéma ou comme en littérature. Mais le nombre de personnes qui disent ça, par exemple, dans l'entretien pour Coralie David, qui a eu lieu déjà il y a longtemps, à un moment donné, elle demandait, je sais plus, quel genre de fiction le jeu de rôle permet de faire que les autres trucs ne font pas. Mais elles sont toutes différentes. Toutes les fictions créées par jeu de rôle n'existent dans aucun autre média. C'est pas possible. C'est pas la même chose. C'est juste pas la même chose. Voilà, le mal, pour moi, débarrassons-nous déjà de cette notion de fiction qui nous empoisonne, qui nous fait voir ce que le jeu de rôle n'est pas. Et déjà, n'oubliez pas qu'un livre de base, c'est avant tout des règles pour jouer autour d'une table. Et moi, un dernier truc que je voudrais dire, exactement, ça je suis d'accord avec toi, Fly. Dernier truc que je voudrais dire, c'est que nous sommes des nains sur des épaules de géants. Quand nous disons que on trouve que les jeux de rôle classiques ceci cela, que le jeu de rôle traditionnel ceci cela, que les théories de machin c'est ceci cela, oui, mais n'empêche qu'on leur doit tout. Et si on est là aujourd'hui, c'est aussi parce que ces jeux ont existé et nous en avons conscience. Et ça sert à rien de nous envoyer des mails pour nous dire que vous n'aimez pas le jeu de rôle classique, vous êtes dans votre monde, machin truc. Ça ne sert à rien. On adore le jeu de rôle classique, on a adoré le jeu de rôle classique. Ce qu'on veut, c'est que le jeu de rôle progresse et soit un loisir enthousiasmant. Là, par contre, je vais me permettre de parler de cinéma. C'est pas parce que j'ai aimé quand j'étais petite La Petite Sirène qu'il faut que je regarde que La Petite Sirène et que des films de Walt Disney. On va peut-être conclure là-dessus. Oui, tout à fait. Nous allons aller nous coucher parce que je sens que toi, tu dors sur la table. Oh la vache, ouais, complètement. L'énergie te manque. Allez. À bientôt tout le monde. J'espère que ce podcast, ce sera. Faites des tests, testez des nouvelles choses. Faites des tests, testez des nouvelles choses. On espère que ce podcast aura dépoussiéré comme ça quelques idées. Hein, je suis contente, on n'a pas vraiment suivi de plan. C'est pas vraiment un podcast de débat qu'on a eu là comme ça. C'est plutôt un podcast de déballage où chacun. J'attends des réactions. Je pense qu'on va avoir une chier de commentaires. C'est pas sûr. Hein. Il y a beaucoup de gens, je pense, ils diront encore un podcast là-dessus, se branle la nouille en parlant entre eux. Il n'y a pas de débat parce qu'il y a personne qui est pas d'accord, machin. C'est tout. Et voilà. Et c'est ça qu'on va avoir comme commentaire. Hein, et c'est tout. On s'en fiche. Mais on s'en fiche. Moi, j'avais un coup de gueule à passer. Il est fait. Il est fait. Et puis, on espère que ça vous aura fait réfléchir. Ne serait-ce que ça. Même si vous n'êtes pas d'accord, même si ça vous fait bondir, l'essentiel, c'est que ça vous fasse réfléchir. Et tant mieux, les théories, c'est réfutable. Et n'oubliez pas, réfléchir, oui. Râler, non. Râler moins, jouer plus. C'est ça qui compte. Allez, à bientôt tout le monde. Salut. Salut. Jouer à Zombie Cinéma.